Salut tout le monde, ici Guillaume Wagner, de retour pour son podcast. Cette semaine, je reçois Eddie King. Eddie King, c'est un vieux pote quand même à moi. On a commencé à faire l'humour ensemble. Fait que vous allez voir, il y a beaucoup de fraternité entre nous deux. On se connaît bien et on parle de plein de choses. On parle beaucoup de son ami Jean-Pascal à un moment donné, mais on parle d'humour évidemment. On parle des très bonnes anecdotes sur sa mère. Sa mère qui est vraiment gangsta à l'os. Et que beaucoup de stock. C'était vraiment cool de recevoir Eddie. Avant d'aller voir le podcast, juste vous rappeler, j'ai mon Patreon. Abonnez-vous à mon Patreon, c'est très important si vous voulez encourager le podcast, si vous voulez supporter le podcast, si vous voulez que le podcast prenne de l'expansion. Le Patreon, c'est important. Et pour l'instant, on s'en va mon chum Eddie King. Hey Eddie, merci de venir à mon podcast. Très content que tu sois là. Fait plaisir mon vieux, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi puis moi. Quand même. Je me posais la question cet après-midi. C'est-tu moi qui t'ai présenté pour la première fois que t'as fait un show? C'est-tu moi qui t'ai présenté au Saint-Cyboire? Non. Au Saint-Cyboire, c'était Dano qui animait. Ok. Et mon premier show, c'était Seb Ouellette. Ok. C'était Seb Ouellette. Qui animait au Saint-Cyboire? Non, c'était au Pop Jacques Cartier. Ça, c'était le show de Saint-Cyboire, c'était mon deuxième show, je crois. Ok. Ouais. Puis toi, mais je pense que je t'ai vu, là, t'as peut-être fait 4 shows, là. Ouais. Mais je me rappelle, par contre, la première fois que je t'ai abordé. La première fois que je t'ai abordé. Par contre, je pense que j'avais pas encore fait de show. Okay. J'avais vu quelques vidéos de toi et moi j'attendais justement cette fameuse date ou machin, puis je t'ai dit salut, ça va bien, ouais, j'aime bien ce que tu fais. Et ta réponse c'était on se connaît. Du grand Wagner. Effectivement, c'est bien moi. Mais ouais, mais puis ça, je t'avais vu, je sais pas si je t'avais présenté ou non, je pense que dans le temps on allait au Saint-Cyboire, tu sais, même si on avait pas de show, on allait voir les shows. Ouais, on allait, c'est là qu'on se tenait, c'est là qu'on traînait, puis bon, c'est surtout là que t'apprenais le métier, puis en plus, il me semble qu'à l'époque, je me souviens bien, il y avait même pas tant de shows que ça. Il y avait pas autant de shows que ça à Montréal, tu vois. Non, il y avait c'est ça, il y avait le mardi au Saint-Cyboire, puis mercredi juste pour rire. Ouais, mais ça, tu sais, c'était plus difficile de rentrer là, tu peux pas vraiment roder là, fait que tu sais, tu rodais au Saint-Cyboire, puis après ça tu faisais le mercredi, puis ça c'était ça là, ça c'était de shit là, exact. Et même à ça au Saint-Cyboire, c'était quoi? L'attente elle était longue, c'était des mois. Ouais, c'était cool. Donc même quand ta V1, elle devait être béton, mon vieux. Ouais, mais toi t'es un des premiers de cette lignée-là que j'ai vu que tu sais, t'avais peut-être 4 shows dans le corps, puis t'étais déjà vraiment bon, t'étais relax, t'étais smooth. Tu sais, la première lignée des enfoirés que j'ai vu, mettons Adib aussi. Comment c'était bon tout de suite? Ça avait pris comme 3 ans. Roman Présinet aussi me fait ça. 3 ans et $15,000. Ouais, exactement. Fuck, ouais. Fait que c'est plus que 3 ans finalement, c'est comme 5 ans. Ouais, bah écoute, oui et non, mais parce qu'en même temps, tu sais, j'avais beaucoup d'années de show dans le corps avec le rap, tu vois. Ouais. Ça fait, mon gars, je performais, j'avais 8 ans, mon vieux. Okay. Bah ouais. Et là, c'était non, mais c'était dans le temps, en plus, et les rappeurs, ils dansaient en même temps. Avec les moves. Ouais. Elle a MC Hammer, Big Daddy Kane et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi, même le nom Eddie King date de ce temps-là. Ok. Bah ouais. Et ça vient de mon oncle. En fait, le dernier frère de ma mère, parce que ma mère c'est la première de la famille. Okay. Le dernier frère de ma mère, moi et lui on a 9 ans de différence. Donc c'est plus comme mon grand frère à moi, tu comprends. Ouais. Donc tout ce qu'il faisait, je faisais, puis lui c'est un rappeur, chorégraphe, tu sais, jusqu'aujourd'hui il est encore là-dedans, tu comprends. Ah ouais. Ouais. Et donc ça tout vient de lui, tu vois. Mais en fait t'as commencé, mais ton groupe ça a duré combien de temps? Dogon Tribe, c'est dur à dire parce que on n'a jamais vraiment signé la fin. Tu vois ce que je veux dire? On a juste suspens, là, ça peut recommencer la semaine prochaine. Ben, en fait, ça va être un petit peu plus dur parce que Philippe il veut pas. Ah bon, ben Philippe, à chaque fois je lui dis, mon gars, genre parce que en fait le gars avec qui je rappais à l'époque, Philippe, ce qui est spécial avec ce gars-là, c'est que il rappait, mais il produisait aussi en même temps. Okay. Et je te promets, Guillaume, que les beats qu'il faisait il y a 5 ans, c'est ce que t'entends aujourd'hui. Ah ouais. Tu vois, il était vraiment en avance, mais c'est un gift et un curse quand tu rappes et que tu produis en même temps. Ça veut dire
tous les beats que tu fais, tu veux pas les lâcher. Tu veux pas les release ou les placer et tout ça. Tu veux il garder un peu tout pour lui et tout ça, machin. Et puis après... Ça peut mal virer, le produire puis rapper en même temps. On a vu avec Kanye West. Ce qui est arrivé. Non, ça peut... Écoute, les premiers albums, ils étaient excellents. Après, écoute, il est devenu fou. Kanye, non. Mais je pense qu'il était fou à la base. C'est contre son talent, là. Mais je pense que c'est ça. C'est quelqu'un de génial. Il est trop génial. Il est de folie, mais c'est ça. Là, c'est mal contrôlé. C'est complètement... Ah, mon gars, c'est décevant, là. Tu sais, mais moi, je pense qu'il y a des problèmes mentaux pour vrai, puis qu'il devrait être médicamenté, en fait. Ouais. Je pense qu'il prend peut-être pas sa médication au sérieux. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai quand même l'impression que les gens autour de lui aussi. Ouais. Je me demande, les gens autour de lui, comment ils arrivent à gérer ça, mais en même temps, pour avoir connu quelques gens qui ont eu des troubles mentaux comme ça, c'est dur de les convaincre aussi, des fois, de rester dessus ou quoi que ce soit. En plus, quand c'est des supra-vedettes, c'est juste des suckers autour, là, tu sais. Et que leur folie génère de l'argent, en plus. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que des arguments pour dire, non, ça va pas changer, là. Tout va très bien, là. Ah ouais, c'est compliqué. Donc, non, mais Philippe, c'est différent parce qu'en plus, ce qui est marrant avec Philippe, c'est que, genre, à un moment donné, il nous fait je vais en Afrique vite fait, je vais au Burkina Faso vite fait, je reviens dans un mois. Il est revenu cette année 5 ans plus tard. Okay. Il est revenu 5 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il y a de la musique ou Mon gars, écoute, je veux pas non plus trop sortir ses business ailleurs, mais écoute, il s'est improvisé dans le domaine minier. Comment tu peux t'improviser dans le domaine minier? C'est l'Afrique, mon gars. C'est l'Afrique, mon gars. J'ai une compagnie, là. Mon gars. Mon gars, en Afrique, il y a des gens, ils s'improvisent président, ils restent 30 ans, frère. Bravo, tu touches un point. donc ouais, et puis il s'est mis dans le domaine minier, puis voilà, écoute. Il a sûrement fait de l'argent avec ça. Écoute, écoute, oui. Énorme. Je pense que c'est encore possible, encore beaucoup de boulot à faire, mais il s'est bien placé pour avoir des bonnes opportunités là-bas. Mais genre le mec, quand je te dis que, mais je suis tellement fier de lui en fait. Parce qu'il s'est improvisé dans ce milieu-là. Des fois, il m'envoyait des trucs, des machines qu'il a construites pour extraire des... il faisait ça lui-même. Ouais, mais il faisait construire des machines, genre carrément la ruée vers l'or. Ouais, genre, mais vraiment, vraiment. Très drôle. Mais, tu sais, non, je suis vraiment fier de lui, parce que même avec les autres potes, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout? Où est-ce qu'il est? Machin, on l'entend pas, mais tu sais, quand t'es focus, c'est que t'as un objectif. Il était dans son, voilà, quoi. Et je pense que c'est un peu à partir de là que la musique a comme un peu pris le bord. Ok, ouais. Mais lui, il lui fait plus de musique du tout. Est-ce qu'il faisait des beats pour des gens qu'on connaît ou il les gardait toutes pour lui? Non, c'est ça, il les gardait tous pour lui. Des fois, il envoyait par-ci par-là, mais il gardait tout pour lui en vrai. Mais vous, est-ce que vous avez enregistré un album ou c'était plus une maquette, démo ou des mixtapes? On a parlé sur plusieurs mixtapes, on a fait pas mal de maquettes, il y a quelques trucs de nous sur HHQC, des trucs comme ça. Mais on était vraiment un groupe qui se démarquait surtout en show. Déjà. Et de deux, au moment où on avait commencé à enregistrer notre album avec notre studio maison, on s'est fait tout voler. Oh shit. Et c'était un major setback pour nous. Je comprends. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de l'humour. Ah ouais, ok. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et puis l'humour a pris une tournure que j'avais pas prévue. Ouais, c'est ça, toi, quand t'as commencé l'humour, tu te dis comme, ah ouais, je vais faire une carrière là-dedans, ou je vais juste l'essayer. Non, je voulais vraiment juste essayer quelque chose de nouveau. Ok. Mais vraiment quelque chose de nouveau, et puis ça m'a vraiment plu, tu vois. C'est ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est pas si éloigné que du rap qu'on pense. Ouais. C'est toi un mic, un système de punchline, c'est tout. Ouais, exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Carrément. Sauf que nous, le punchline, c'est designé pour faire rire. Ouais. Et dans le rap, c'est designé pour faire oh! Ouais, une réaction, ouais. Oh! Mais ça, c'est une sorte de rire. Oh! Exactement, tu vois. Mais y a-tu un peu d'humour dans, tu dis que ça se passait plus en show, vous autres, comme dans votre groupe, mais est-ce qu'il y avait de l'humour au travers? Est-ce que dans tes interventions, un peu, ouais. Un peu. Et en fait, c'est ça qui m'a donné la piqûre, parce que,
je me rappelle à un moment donné, j'avais fait un show au Cégep Montmorency. Et c'est mon pote qui animait le show, tu vois. Ok. Et c'est mon pote qui produisait le show. Ok. Et à la dernière minute, son animateur le lâche. Il me dit, hey, Eddie, t'es bon quand tu parles au micro. Parce que moi, j'ai jamais été un gars qui a aimé... Nous, on était avec mon groupe, on n'a jamais été des gens qui aimaient performer sans avoir une interaction avec le public et sans inclure le public dans ce qu'on faisait. Et ça, c'était vraiment particulier de Dog and Tribe, tu vois. Et à ce moment-là, ben voilà, genre j'ai pris le micro et tout, puis je mettais les gens dans l'ambiance pour commencer et tout, et je faisais des blagues improvisées, ça fonctionnait. Puis un mec qui m'a fait, ouais, tu devrais faire de l'humour, Je fais, ah, ok, cool, ouais, non, ok. So, je suis parti sur le site internet de l'École nationale de l'humour. Ok. Et genre je vais tout ça, puis là c'était le jour où j'étais sur le site, c'était la date limite des inscriptions. Fallait que tu remplisses un formulaire $50 avec une photo, je sais pas trop quoi. J'ai couru, genre, c'était à 5h, ça finissait, je suis arrivé à 4h59. J'ai déposé mon truc et tout, machin, ils m'ont rappelé pour une audition, j'ai fait l'audition, et c'est comme ça qu'ils m'ont refusé pour la première fois. La première fois, t'as essayé plusieurs fois? J'ai réessayé juste avant, en route. What? Ouais. Ah, ouais, je savais pas ça. Je savais pas que t'avais essayé une seule juste fois. avant en route. Mais cette fois-là, non seulement ils m'ont refusé, mais ils étaient méchants, Ah mon ouais? gars. Ah ouais, Comment mon ça? gars. Ah ouais. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ouais, c'est du déjà vu. Et à cette époque-là, quand moi et les Hadib et tout ça, on est arrivé, il y avait un stigma sur le genre d'humour qu'on faisait, et même sur Rachid et tout, on faisait de l'humour ethnique. Et il y avait beaucoup de gens, on le sait bien, vous faites de l'humour ethnique, c'est pour ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la réponse que j'ai eue de eux, c'était c'est de l'humour ethnique, il y a déjà un Rachid, blabla. On dit ça. Ça, c'est une affaire qu'on dit 100% jamais aux blancs comme moi. Ton observation, c'est du déjà gars, vu. c'est ça. Mon gars, genre, je parle de si je parle de ma famille, que je parle de ma... Luigi aussi, il le fait. Toi exactement. aussi, tu le fais. Ouais, c'est épouvantable de dire ça. Mais ouais, écoute, c'est du passé, mais... Ouais, je comprends. Voilà, même moi, j'ai été à l'école de l'humour, puis je me suis fait dire des trucs qui étaient un peu épouvantables. Il y a toujours un peu ça dans le... Tu sais, quand c'est une figure d'autorité, là, puis que des fois, la figure d'autorité te regarde aller, puis te trouve peut-être meilleur que soi-même, là, tu sais. Je pense pas que c'était ça, par contre, mais je pense que... Et ça, c'est ma théorie, mon avis, ok? Ouais. C'est que pour avoir un peu vu tous mes collègues qui sont allés à l'École nationale de l'humour, et un peu ce qu'ils m'ont dit, en me disant, ah ouais, moi, j'y suis allé, mais tu sais, pas qu'ils n'avaient pas d'inspiration à faire de l'humour, mais qu'ils n'avaient aucune base en humour, tu vois. J'ai compris que c'est difficile d'enseigner à quelqu'un qui a déjà une fondation artistique. C'est un peu comme tu fais de la boxe thaï, tu fais du muay thai, mais tu dois enseigner du muay thai à un mec qui fait déjà du taekwondo. Alors son stance et tout ça va être compliqué à défaire et à refaire. Et je pense que sur le nombre de gens qui pouvaient seulement accepter, je pense que ça aurait été trop casse-couille de prendre un mec comme moi qui avait déjà une démarche artistique avec le rap, et surtout que quand je t'ai dit, c'était déjà un peu avec En Route, j'avais déjà des shows dans le corps, et je me rappelle que dans le temps, et même dans le temps où toi t'étais à l'école, il y avait vraiment ils étaient vraiment sévères sur tu peux pas faire de bar si t'es à l'école. Ouais, vraiment. Tu te rappelles, tu vois. Donc, je pense que c'était un peu compliqué pour... Mais ça, c'est ma théorie. Après, c'est pas con, pour vrai. J'en ai jamais parlé vraiment avec qui que ce soit de l'École nationale de l'humour. Moi, je peux te confirmer que de l'intérieur, il y avait toujours les gens un petit peu plus, comment je pourrais dire, comme plus blank, là. Tu sais, que tu peux remplir les cases. Mais en même temps, je veux dire, je pense pas que c'est comme ça. Tu sais, ça faisait des humoristes un peu interchangeables finalement, là, qui avaient pas vraiment une personnalité très forte. Là, je dis pas que c'est que ça qu'ils ont produit. Là, ils ont produit plein de talents, mais je te dirais comme la moyenne, là, tu sais, les plus moyens des moyens, c'est ça que ça donnait. Tu sais, comme à peu près toujours les mêmes procédés, les règles de 3, les renversements. Ça devenait stiff. Mais tu sais quoi, je pense que en même temps, c'est pas une mauvaise méthode, c'est pas une mauvaise façon de faire, c'est juste que c'est pas applicable à tout le monde. Et de toute manière, même quand tu sors de l'École nationale de l'humour, même si tu as toutes les techniques en banque,
un humoriste en général, que tu prennes n'importe lesquels, les Américains et tout, peu importe confondu, ça prend des années avant que tu trouves ta voix. Ouais. Et un peu l'avantage de l'École nationale de l'humour ou de l'expertise qu'on a au Québec, c'est qu'on arrive quand même à faire beaucoup c'est avant clair. que certains autres gens, par exemple aux States ou en Angleterre, ils arrivent à trouver leur voix. Ça va plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a ce one-two step. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu sors de là ou que tu commences, le one-two step, mais il est grillé. Ah ouais. Tu vois, ça se voit, tu le vois direct. Tu vois, et papa, c'est télégraphié, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je pense pas que c'est une mauvaise méthode, mais c'est pas applicable à tout le monde, tu comprends? Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour un cas, pour moi, comme moi, je pense que c'était une bonne chose que j'y aille pas, du coup, parce que, vu que j'avais déjà une démarche artistique, je pense que j'avais déjà une certaine couleur, une certaine musicalité qui était propre à moi, que peut-être l'école aurait dû complètement casser pour mettre leur méthode. C'est comme pour bien développer ta personnalité artistique, il aurait pas fallu tout casser, justement, il aurait fallu bâtir à partir de ça. Puis des fois, en tout cas, moi, de mon point de vue, des fois, ils devraient faire plus ça. Mais je pense qu'ils le font plus maintenant, là. Moi, je te parle d'il y a longtemps, là. Parce que moi, je pense que, tu sais, le meilleur humoriste, c'est souvent l'enfoiré qui trouve que c'est stupide ce que tu dis, là. En tant que, tu sais, il y a une bonne anecdote de ça. Je pense que c'est Jay Leno qui faisait des ateliers. Puis ça, il enseignait à plein de gens. Il se promenait de ville en ville. Là, tu sais, quand lui il faisait un show, il faisait aussi un atelier l'après-midi. Puis là, à un moment donné, dans un de ses ateliers, il y a un dude dans le fond qui est comme fucking bullshit. Puis lui, il était comme lui il va réussir, c'était Bill Hicks. Bill Hicks qui était comme c'est de la style de marde, cet atelier-là. Parce que souvent, celui qui trouve que mon atelier est stupide, c'est lui qui sans lui d'aller plus loin, de défier l'autorité, de trouver quelque chose de plus original que juste des formules que je donne à ceux qui si t'as aucune idée comment on fait de l'humour, puis t'as aucune opinion sur la manière de faire l'humour, il y a des grosses chances que tu réussiras pas. Je veux dire, c'est pas une règle parfaite, là, mais j'ai l'impression quand même. Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que la méthode, en tout cas, je sais pas pour maintenant, comme t'as dit, mais la méthode passée de l'École nationale de l'humour, c'était vraiment, justement, genre, il fallait que vraiment la personne soit blinque, mais c'est vrai que, et j'espère que c'est ça qu'ils font maintenant, c'est qu'ils arrivent à trouver une autre méthode où est-ce qu'ils sont capables de construire sur quelqu'un qui a déjà une base en soi au niveau probablement, parce que, tu sais, je veux dire, beaucoup de talents qui sont sortis de là récemment. Là. Il y en a et beaucoup, de plus en plus, et le nombre d'entre nous qui travaillons dans ce truc-là, mais dans cette industrie-là, mais qui n'ont pas fait l'école. Ouais. Il y a moi, les Christine Morancy, il y a Julien Lacroix, plein de fois à l'école aussi. Lui aussi. Tu vois, donc personnalité trop forte, trop tu sais comme ça, pas évident là, d'enseigner ce genre de personnalité là. Fait que toi t'as comment, mais en fait ça s'est chevauché un peu, t'as-tu continué à rapper en même temps que tu faisais de l'humour, ça a vraiment fait une cassure très sec. Ça a fait une cassure parce que genre j'avais moins le temps et comme je te dis on avait un vrai setback et après bon j'ai continué à apparaître dans 2-3 projets comme ça. Dès que tu m'appelles et tu me dis tu sais je le dis ça fait tellement longtemps que je fais ça que je serai toujours un meilleur rappeur qu'un humoriste, ça c'est sûr et certain. Ouais sûr et certain. Sûr et certain. Comme le niveau que j'ai atteint au niveau des rhymes et comment mon cerveau fonctionne par rapport à ça, c'est un niveau où est-ce que genre ça devient comme une deuxième langue. Ah ouais, ça se perd pas un peu ça, non? Bah ça va se perdre dans le sens que peut-être que je vais devoir, si je devrais recommencer ou sortir un album aujourd'hui, je vais devoir m'ajuster à ce qui se fait maintenant. Et c'est peut-être là que je vais devoir m'ajuster, mais tu sais, je pense que je garde quand même, je suis quand même à la page. C'est juste, j'ai comme l'impression qu'au niveau de personnel, l'humour m'aide plus à m'exprimer plus profondément que ce que le rap arrivait à me. Quand je rappais, j'étais tout le temps énervé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es comme ça, t'es énervé, il y a de l'ego. Puis le rap, faut pas se leurrer, c'est un sport. Ouais, vraiment. C'est un sport, c'est compétitif, tu vois. Et tu peux pas te mettre à comme et je me voyais mal commencer à rapper je me lève chaque jour. Je me vois mal aujourd'hui. Je me lève à chaque jour à 6h du matin pour amener ma fille à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme un daron aujourd'hui, tu vois. Quoique, aujourd'hui, quand même, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on a du rap de mecs pour nous, comme ça. Des mecs, parce que,
444 de Jay-Z. Ouais, j'avoue. C'est un album de daron. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un album de daron. C'est, il y a des conseils financiers. Il y a des, tu vois ce que je veux dire? Il y a des conseils matrimoniaux. Ouais, il y a de l'expérience là-dedans. Tu vois. Faites pas ce que j'ai fait. Voilà, exactement. Mais toi, c'était ton époque là, de rap, c'était qui? Tu traînais avec qui? C'était qui les autres groupes j'essaie de situer un peu mon époque, dans le temps que t'étais avec je te dirais que moi, Dog on Tribe, on était peut-être à peu près en même temps que bah tu vois, genre Manu Militari. Ok, ouais. Quand il a commencé? Quand il avait son groupe Rime Organisé. Ah, et même qu'on avait perdu contre eux sur un concours qui s'appelle Hip Hop Forever édition 2003, on avait perdu contre Rime Organisé. Okay. Puis on a gagné en 2004. Ok. On avait gagné ce concours-là en 2004. C'était un peu comme, tu sais, la chanson, à l'époque, c'était un peu la chanson de, tu sais, le truc de chanson de Grimby, là. Ouais, je connais Hip Hop Forever, voilà, tu vois, donc ça existe plus, j'imagine? Ça existe? Non, genre, je pense à 2004, 2005, c'était la dernière édition. Ah, mon Dieu, ça trahit mon âge, ça. Ouais, pour moi, Hip Hop Forever, c'est un concours établi. Exact. Donc, on avait gagné l'édition 2004 de ce concours-là, puis on est arrivé deuxième en 2003. Fait que c'est le rap qui commençait à exploser un peu au Québec, là, tu sais. Mais en fait, il y a eu un âge d'or, là, tu sais, mettons, Mosaïen, en 2000, ça. C'était la génération après, parce que, Mosaïen, je pense que Mentalité Moon Mort, c'était 98. Ouais. La force de comprendre, c'était de Dogmatic, c'était 97, je pense. Ouais. 96 ou 97. Sans pression, c'était 97 ou 98 aussi. Ouais. Tu vois, donc c'est comme il y a eu un gros pic, mais il y a eu un creux là après là, tu sais. Ouais, moi je suis un peu de la génération juste après tous ces gens. Ça a recommencé à rebâtir une nouvelle scène. Mais je t'avoue que maintenant je suis plus à la page de ce qui se passe en rap au Québec. Genre zéro? Non, on dirait que je sais pas, il y a quelque chose qui m'allume moins et quelque chose que, tu sais, il y a un truc que je trouvais malheureux, mais c'est parce qu'il y a eu comme un creux, effectivement, et un truc que je trouvais malheureux, c'est que même dans le rap, c'était rendu qu'il y avait plus de diversité. Ouais. Même dans le rap québécois. Fait que j'avais même plus les mecs qui parlaient comme moi je parle ou qui parlaient de ma réalité. Et ce qu'on entendait, c'était les sœurs pathétiques, tu vois ce que je veux dire, les Damien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Rien contre ça, mais c'est que je trouvais qu'il y avait pas assez de variété. Et c'est que maintenant que là, il commence à en avoir, où est-ce que tu as vraiment, genre, tu peux avoir autant des loud que comment il s'appelle ah merde. Pourquoi j'ai... Merde, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais... C'est quoi les... C'est quoi les tunes qu'il fait ou... Ah, man, j'ai même pas ça par cœur. Attends, ouais, moi non plus, je suis pourri avec les tunes. En plus, j'ai écrit un message l'autre jour. Fait que quand tu vas t'en rappeler, il va être insulté. Juste te dire. Fait que t'es mieux de pas t'en rappeler rendu là. Ouais, c'est ça, genre. Mais tu vois, si t'as vraiment genre le côté qui peut être très mainstream et tout, puis le côté qui peut être très street, et grâce à Internet, aujourd'hui, ils sont capables d'aller chercher des gens qui ont besoin de ces messages-là ou qui veulent entendre ces messages-là. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Mais, tu sais, je suis un peu trop vieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? I mean, genre... Ouais, je comprends. Mais t'écoutes encore beaucoup de rap, j'imagine. Ouais. Mais j'écoute moins de... Je t'avoue que j'écoute moins de rap francophone. Ok. Et même français. Puis... Même français, j'en écoute un peu moins parce que... J'ai eu une cassure un peu qui arrivait un peu en même temps que l'humour et en même temps aussi que à cette époque-là, c'est quand j'ai commencé à sortir avec la mère de mes enfants. À cette époque-là, elle est mon frère, franchement, si t'es un souverainiste péquiste francophile et tout, mais tu vas la détester, elle. Elle veut rien savoir. Rien. Quand on vivait ensemble à l'époque et que j'étais à la maison, je mettais RDI, je me faisais insulter, mon vieux. Tu comprends? Alors, ça fait que on écoutait beaucoup dans la maison par la force des choses du rap américain. Mais j'ai un peu renoué avec, entre guillemets,
le rap francophone à travers le afro trap, genre. Ouais, tu vois, avec, ce mouvement-là. Ce mouvement-là, parce que ça, c'est... Qui touche deux parties de ta vie. Deux parties de ma personnalité, qui est plus festif, et tu vois ce que je veux dire? Et où est-ce que, genre, le fait que lyricalement, ça soit moins avancé que ce que j'ai connu auparavant, c'est excusable parce que fuck, ça fait danser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc voilà, tu comprends. Donc, Mais c'est ça, toi... En fait, toi, tu m'as fait connaître... Tu sais, moi, j'ai beaucoup écouté de rap plus jeune, puis j'ai comme arrêté un peu parce que... Je sais pas, à un moment donné, je me suis senti un peu dépassé, puis c'est comme toi qui m'as fait un peu rembarquer là-dedans. Tu m'avais parlé de Kendrick Lamar bien avant. Ouais. Et ça m'avait touché parce que quand j'avais été à la première de ton premier show... Ouais. Et pendant que les gens les attendaient, j'avais mis t'avais mis High Power. J'étais content, le frère il connaît. Ça c'est 100% toi. Mais puis Kendrick est devenu une super vedette par rapport. Y a-tu des rappeurs en ce moment que tu penses que tu sais comme s'ils sont sur le bord d'exploser ou que tu respectes énormément ou sur le bord d'exploser. Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Mais je sais que t'es DJ aussi. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à DJ il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans? 2 ans et demi. Tu as des contrats, là, tu vas... De temps en temps, ouais. Okay. De temps en temps. Donc, j'ai fait le Festival Nuit d'Afrique. L'autre jour, j'ai fait un concert à l'Olympia. Je fais quelques trucs. C'est ce genre de truc qui peut payer des bills ou c'est comme vraiment juste pour le fun ou je connais pas vraiment ça. À date, tu sais, je suis très novice là-dedans. Okay. Donc, c'est plus par rapport à mon nom que j'ai en tant qu'humoriste qui m'aide à avoir des gigs, comment. Mais je suis très critique aussi de ce que je fais. Ouais. Donc moi, je trouve que je suis pas encore au niveau de ce que je veux atteindre. Mais c'est parce que aussi, moi, je me prends la tête aussi. Ouais. C'est que je veux pas être mixer, blend et tout ça, machin, mixer à la normale dans un club, ça, je pourrais le faire les doigts dans le nez. Mais ce que je veux, moi, c'est vraiment atteindre un niveau de turntablism. Ouais, c'est ça, toi, tu scratch, puis scratch, turntablism, genre beat juggling, des trucs comme ça, tu vois, genre. C'est un spectacle. Ouais, voilà, exactement. Parce que si personne te voit derrière le bout, tu fais ça pour toi tout seul. Voilà, exactement, tu comprends. Donc c'est pour ça que, tu sais, je suis pas encore au niveau où est-ce que je voudrais atteindre, mais qu'est-ce que j'écoute qu'est-ce qui fait exploser le dance floor là quand tu le mets ou qu'est-ce qui fait exploser le dance floor en ce moment? Bah moi en fait, tu sais, je me suis vraiment beaucoup pour faire bouger le dance floor, je me suis beaucoup plus réfugié dans l'afrobeat. OK. Ouais, dans l'afrobeat, dans tous les Wizkid, les Davido, les Mr Easy et tout ça. Okay, ouais. J'aime beaucoup ce genre de son là, puis l'afro trap et tout ça, tu vois, c'est comme ça que j'arrive à faire bouger les gens. Mais sinon dans le hip hop en ce moment que j'ai écouté, je pense que mon coup de cœur dernièrement c'était qu'est-ce que j'ai écouté que j'ai vraiment aimé? Parce que c'est ça aussi, avec le streaming, il y a tellement d'albums qui sortent que tu n'as même pas le temps de t'attarder sur un album assez longtemps comme avant. Ouais. C'est ça un peu. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent même plus les albums en vrai. Ouais, ça c'est fascinant quand même. Même plus les albums, genre tu sais, je parlais avec tu sais, j'avais ma petite cousine qui est venue de Paris cet été, elle a 17 ans. Et là, je dis, t'as écouté tel album? Il dit, mais j'écoute pas les albums. Pourquoi j'écouterai un album? C'est long, ça sert à rien. Tu vois, ils ont pas ce truc-là, donc. Mais, Rhapsody, ça, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. OK. Ouais. Son dernier album était excellent. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Après, qu'est-ce que j'ai écouté? Je pense que c'est toi aussi qui m'avais allumé sur Pusha T. Ouais, Pusha T. Ouais. Pusha T, ouais. Pusha T, pour vrai, moi, je le conseillerais à n'importe quel humoriste. Si tu veux commencer à écouter du rap, écoute du Pusha T parce que c'est des punchlines tout le temps. C'est comme, des fois, c'est très drôle, là, c'est très mean aussi. Ouais. Et ce qui est malade avec Pusha T, c'est un des gars que j'ai toujours dit, je ne me lasserai jamais de l'écouter me parler de vendre de la drogue. Jamais. Même s'il en vend plus depuis... Ouais, et parce que il est tellement poétique quand il en parle, mon gars. Ah ouais. Son beef avec Drake, là, c'est quelque chose. C'était sale. Ben écoute, je veux dire, moi j'aurais pas commencé un beef avec ce gars-là. T'as vu que ça a arrêté, mais il a dit comme moi les nouveaux diss tracks sont déjà enregistrés là. Fait que vas-y. Vas-y, t'as-tu autre chose? Ah ouais, non, ça va être correct finalement. Non, mais je pense que... Ça s'en venait deep, là. Ça s'en venait personnel. Ça s'en venait très, très, très personnel. Et puis, tu sais,
Drake, il a expliqué un truc sur l'émission de LeBron James. Tu sais, il a une émission dans un barbershop. Ouais. Il a expliqué un peu sa version de comment il a vécu le truc, qui sent qu'il s'est fait set-up surtout par Kanye. Derrière ça, ouais, parce que apparemment ils sont allés. En fait, tu sais, Kanye, il avait un délire parce qu'il a enregistré au Wyoming. Ouais. Et il a appelé Drake en disant ouais, bah viens, on va travailler sur tes trucs et tout. Et son meilleur ami, qui est son ingénieur de son et producteur, qui est responsable des sons de Drake, ce qui s'appelle 40, il y est allé une journée avant. Apparemment, il leur a appelé Drake en disant ouais, il y a quelque chose de bizarre ici. Et il est arrivé, puis il lui a fait... et là, Kanye aurait vraiment ils auraient vraiment ban, mais il aurait dit à Kanye lui aurait dit, ouais, écoute, tu sais, faut que tu sois real avec moi, tu sais, je veux pas de cachotterie, genre, faut que tu me dises quand est-ce que tu releases ton album, et puis, comme ça, parce que comme ça, tu sais, moi, je vais te prendre sous, tu sais, genre, like, I'm like your big brother, you know. Il a dit, yeah, ok. Ils ont commencé à partager, ils ont commencé à parler de son enfant, et Drake a commencé à parler de son enfant, tu vois ce que je veux dire? Il a commencé à dire, ouais, montrer des photos et tout. Mais c'est là que c'est compliqué, tu vois. Et parce qu'il a commencé à parler de son enfant en disant ouais machin tout ça, il s'est ouvert à lui, puis il a dit ah ouais, il a pris le beat, il lui a donné un beat que tu sais, le beat Lift Yourself que Kanye l'avait sorti à un moment donné, quand il dans son délire il fait juste faire whoop ti whoop whoopity whoop tout petit poupidi tout. Tu sais pas si t'avais vu ce truc qu'il a passé? J'avais oublié, mais ouais. Et en fait Drake aurait pris ce beat là et il était en train de travailler, il était en train d'enregistrer quelque chose dessus pour son album. Et après ce qui s'est passé, c'est que Drake il s'est dit ok, il y a quelque chose de bizarre. Non seulement Kanye sort des albums back-to-back en même temps que Drake devait sortir son album. En plus de ça, quand la chanson sur laquelle il est en train de travailler, lui, il la ressort. Kanye la sort pour faire une blague à la con. Et genre, après ça, il y a le beef parce que genre, justement, là, comment il s'appelle Pusha a fini, mais en sortant les détails de son baby mama issues. Tu comprends? Et là, ça c'est la version que Drake explique. Tu penses que c'est un setup de Kanye? Ça c'est ce que Drake dit. Tu penses que Kanye, puis ça me surprendrait pas tant que ça, là, tu sais, qu'il voit que Drake est comme très très populaire, puis s'il peut miner la crédibilité de quelqu'un qui a un compétiteur direct, là. Parce que Pusha T sera jamais un compétiteur direct à Kanye, parce que c'est comme trop street, là, pour que ça... Non, vraiment pas. Même que Pusha T, il me semble que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était lui je sais pas, CEO de Good Music. C'est lui qui dirige un peu. C'est lui qui dirige un peu les rênes de Good Music derrière Kanye, tu vois. Mais là, c'est qu'après, Pusha T est parti au podcast de Joe Budden. Et lui, il a expliqué sa version. Oui, j'ai vu ça passer. En disant qu'en fait, c'est que le 40 en question couche avec une fille et que c'est cette fille-là qui a sorti toute l'histoire de Drake. C'est pour ça que je dis, je sais pas c'est quoi qui est vrai là-dedans, tu comprends? Mais ça devenait messy parce que en même temps, il y a Jay Prince qui s'en est mêlé, que lui, apparemment, moi je le connais pas beaucoup, je connaissais pas beaucoup sa réputation, mais apparemment, Jay Prince, c'est not to fuck with, man. Mais apparemment, ce gars-là, c'est... Puis même, tu le vois, quand il est en interview, son calme, il est épeurant, frère. Il est très épeurant, tu vois. Donc, là, il s'en est mêlé, donc c'est très compliqué. C'est très drôle, cette histoire-là. Welcome to the rap game, là. Tu sais, les beefs dans le rap game, c'est comme intense, là. Tu sais, je me rappelle, il y a Nas contre Jay-Z. Et ça, c'était pas si intense. C'était épique au niveau sportif. Ben, c'est pas ça. En fait, les beefs dans le rap, ça devient peurant parce que il est arrivé ce qui est arrivé là, avec Tupac puis Biggie. Là, fait que à chaque fois, les gens sont comme oh mon Dieu, vraiment vous voulez aller là, tu sais, ça peut aller hyper loin. Là. Mais eux deux, c'était très sportif. Ouais, c'était les skills contre les skills. Voilà, là, mais tu prends genre Ja Rule et 50. T'as vu ce qu'il a fait en plus 50 là? Non. Mais 50 il est rendu dans Bellator, c'est ça? C'est ça que tu voulais me parler ou? Non, même pas. Ben, je pense que j'ai vu ça passer, mais non, même pas. Il offre, je pense, 1 million ou 2 millions aux gagnants, une espèce de petit tournoi là, dans Bellator. Ouais? Lui est arrivé comme, je donne 1 million ou 2 millions là, aux gagnants, puis là, tu le vois tout le temps, il va dans le vestiaire, puis il pop du champagne avec les dudes qui viennent de se battre. Qu'est-ce que tu fais là, 50? Non, 50, c'est ce qu'il a fait. Ja Rule apparemment aurait un concert bientôt. 50, il a acheté les 200 premières places de devant du concert juste pour les garder vides.
Mais Ja Rule, t'as-tu vraiment besoin d'acheter les 200 premières pour que ça reste vide? C'est sûr, c'est vide. C'est pas ça le pire. C'est que les concerts, ils étaient en vente sur Groupon. C'est chiant. À $15. C'est déjà ça lui a coûté, la catastrophe. Ça lui a coûté $3000. C'est rien. Aïe, aïe. Ah, mais franchement, c'est honnêtement, je savais même pas que Ja Rule en faisait encore, puis il est encore actif, là. Il est pas si actif que ça, je pense, mais bon, je pense que voilà, écoute. La première fois que j'ai vu un show à Montréal, c'était Ja Rule au Centre Molson. Ah ouais. En plus, ouais. il a dit Centre Molson. Ouais, mais c'était le Centre Molson dans le temps. C'est ça que je te dis. Mais ouais, c'est ça. Mais ben moi, c'est ça. J'ai écouté beaucoup de hip-hop plus jeune, tu sais, puis j'ai comme un peu assimilé cette. Tu sais, moi, j'en ai jamais fait de rap, mais j'ai toujours un peu. L'attitude m'a toujours beaucoup parlé, là, tu sais, espèce de compétition beat. Puis tu sais, je veux dire. Honnêtement, il y a beaucoup de ça dans mon humour maintenant. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de beef avec des humoristes. Bro, toi. Mais c'est pas la culture en humour. Ah, mon gars, toi. Alors là, et toi, t'es. Waouh, mon gars. Il y avait une fois là. Attends, c'était-tu le truc de la blague des pubs de Véro et Louis Morissette? Ah ouais, ça, faut pas que t'en parles parce que je l'ai jamais sorti. Oh, tu l'as jamais sorti? Ah non, mon frère. Cette blague-là, ok. Non, mais moi, ça me dérange pas d'en parler, juste vous dire que cette blague-là, genre, m'a fait courir en long, en large dans le bordel Comedy Club. Mais ça... Ah ouais, j'étais, oh! Ça, j'avais fait ça à un moment donné, j'avais improvisé ça, là, c'est une blague sur leur fondation, pis tout ça, tu sais, mais tu sais, comme, c'est pas politically correct de rire du fait, tu sais, une fondation, là, il y a des gens, pis tout ça. Mais, justement, vu que tu ris de ça, c'est tellement puissant parce que les gens sont comme, oh mon Dieu, je peux pas croire, tu sais, je peux pas croire qu'il est allé là, mais, c'est ça, puis j'avais fait ça une fois, puis je me suis dit, je vais le faire juste une fois, mais ça marchait tellement fort que je le faisais soir après soir après soir, puis à un moment donné, j'étais comme, je vais le mettre dans mon show, puis je fais non, je peux pas, là, tu sais, là, faut que j'arrête d'avoir des problèmes, là. Non, bro. J'ai bien fait. Celle-là, franchement, Louis, si c'est pas Véro, t'aurais foutu un coup de poing dans le ventre. Non, mais lui, il l'a su, là, je l'ai vu, je pense que c'est le podcast de Mike Ward sous écoute, à un moment donné, il en parle, mais il nomme pas mon nom. Ah ouais? Parce qu'il veut pas partir de beef, là, mais il est pas content. Il était pas content de ça. Mais je comprends, tu sais, je veux dire. Mais tu sais que moi, mais après, quand je suis comme ça, moi, le rap game, il serait sorti, je t'aurais dit, bro, quand on se voit, c'est on site. Quand on se voit, c'est on site, bro. Ah ouais. Et chaque fois que je te vois faire des blagues comme ça, je fais merde, j'espère qu'il sait se battre. Moyen. Si tu viendras au gym de boxe à m'amener avec moi, tu vas voir que je pense que en sparring, Mais toi, t'en fais, en fait. Mais t'es-tu encore, tu t'entraînes-tu encore? J'ai vraiment du mal à rester constant. Ah ouais. Ça, c'est mon gros défaut. J'ai du mal à rester constant. Donc, 3 mois j'en fais, 3 mois j'arrête, puis je recommence, puis j'arrête, c'est exactement mon problème aussi, là. Et là, ce qui est chiant, c'est que maintenant que j'ai 35, bientôt 36, là, le corps, il a du mal à faire ses pauses, recommence. Tu sais, quand t'avais 20, 25, ça va, tu reviens, c'est comme si t'es jamais parti, mais là, maintenant, mon frère, les coups, ils font mal. Et toi, à chaque fois, je me blesse. Tu fais du MMA, dans le fond, ou tu fais du Muay Thai à la base? Moi, c'est surtout le Muay Thai, ok? Je fais du Jiu-Jitsu brésilien. Ok, aussi, j'en fais. Je fais la base. Mon gars, je suis ceinture quelconque? Éternelle ceinture blanche, frère. Ceinture blanche, 5e dan, mon vieux. Ils te donneront jamais c'est la mauve, là, après, ou, Bleu. La bleue, ok. Bleu. C'est surtout parce que, à cause de ce problème de constance, j'ai jamais le temps de passer les examens. C'est-à-dire que moi, dans mon club, les examens, c'est soit au mois de juin, les belt exams, c'est soit au mois de juin, quand on a tout le rush des festivals, ou au mois de décembre, quand on a tout le rush des corpos. Ça donnait jamais. Okay. Et à un moment donné, j'ai fini par faire beaucoup plus de no-gi que de gi, donc la ceinture, c'était même plus important tant que ça. Okay. Donc, tu sais, j'ai jamais vraiment... Mais j'ai jamais été bon en jiu-jitsu brésilien. Genre, j'ai jamais été bon. C'est extrêmement compliqué quand même, là. Ouais, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, pour atteindre un niveau respectable, c'est beaucoup de pratique. Là. C'est pas genre, on t'enseigne une technique, tu la pognes tout de suite, puis après ça, tu l'as pour la vie. Là. Puis c'est comme jouer aux échecs. Il faut que tu saches, il faut que tu baites, il faut que tu baites pour arriver à tel endroit, il faut que tu commences. Et puis, en fait, j'ai jamais été... Donc, jiu-jitsu brésilien, je suis mauvais. Ok.
Mais quand tu le mets en MMA, là, je peux me débrouiller. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me débrouiller, mais si je tombe sur une vraie ceinture noire, tu sais, genre... Ouais, tu veux pas aller au sol. Ouais, je veux pas aller au sol, tu comprends ce que je veux dire, mais j'ai développé beaucoup de techniques pour pas aller au sol. Tu comprends? Voilà, beaucoup de techniques pour pas que tu m'emmènes au sol. Et puis, voilà, mon stand-up, il tient la route, tu vois. Après, mon cardio, il tient pas la route. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui a fait développer un peu plus de technique, parce que, comme mon cardio tient pas la route, je m'arrange pour que tu me fasses pas chier trop longtemps. Tu comprends? Tu connais-tu Derek Lewis en UFC? Non, tu sais, Black Beast. Je connais pas beaucoup de fighters. T'écoutes pas. Tu sais, c'est quoi mon problème? C'est que j'adore pratiquer le sport. Et beaucoup des fighters il y a des fighters que je regarde, soit c'est des gros noms ou des gens que je connais. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais, j'aime pas l'ambiance. Ah ouais? L'ambiance de la UFC? Du UFC et du MMA, le public, les gens qui... Tu sais, je pense que ça se raffine de plus en plus. Que c'est de plus en plus connu. Il y a longtemps, c'était très douchebag, là, mais vraiment intensément. Moi, je me rappelle, j'avais été voir Georges Saint-Pierre à Las Vegas, comme son dernier, avant qu'il a arrêté. Bon, là, il a recommencé, là, mais son dernier là, contre Johnny Hendricks, c'était comme, tu sais, les chandails Affliction, là, pis là, tu sais, tu sens pas, tu fais partie en ce moment de l'élite intellectuelle. Exactement, tu vois. Mais ça s'est vraiment amélioré pour vrai. Et moi, ça me fait chier aussi parce que quand je sais ce que les gars ils endurent, à quoi ils traversent, parce que moi dans mon club il y a entre autres Patrick Côté. Ok, ouais. Et depuis que j'ai commencé à faire m'entraîner, moi je le vois à travers tout ce qu'il a traversé, puis plein d'autres fighters comme ça, plein d'autres fighters qui arrivent même pas à arriver à un certain élite et qui se blessent, tu vois ce que je veux dire. Et toi quand t'arrives en tant que public, tout ce que t'arrives à dire, c'est Régis, arrête. Bouh, quand ça va au sol. Ouais, frère. C'est ça. Et en plus, quand c'est au sol, mon frère, moi, je trouve, là, tu vois la vraie technique. Ouais. Mais quand tu vois les gens, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Donc, je comprends. Donc, à moins que ce soit vraiment des gros fights, mais je t'avoue que j'ai un peu décroché à regarder les fights. Tu vas-tu encore au Sherbatov ou ça fait un moment que je n'y ai pas été. Mais là, quand tu y vas. Là, mon corps, il est en jachère. Mais quand même, tu sais, c'était quand même probablement l'humoriste le plus badass là, à ce niveau-là. Là. Ben, il y a Guy Nantel qui est ceinture noire de karaté. Mais je sais, t'avais pas participé à un événement à un moment donné, le truc là, Charles Ali Nestor. Mais ça c'était le fun, mais il m'a pas fait de cadeau le mec. Ah non, je pensais qu'il était plus relax. Il était relax, mais sûrement il a fait il connaît, je vais se lâcher. Il dit quand c'était Cathy Gauthier, tu faisais pas ça. Ouais. Ah ouais, donc non, c'était cool, tu vois, c'est cool. T'es encore ami avec une couple de fighters? Je suis sûr que t'étais ami avec Jean-Pascal. Ouais. Lui, ça, Jean, c'est la famille. Tu sais, ce qui est marrant avec Jean, c'est que il y a peu de gens qui savent que moi et lui on est potes, parce qu'on me voit jamais trop dans l'entourage. Mm-hmm. Tu comprends? Mais moi et lui et Philippe et tout ça, it's family. On se connaît depuis comme qu'on a 17-18 ans. C'est vraiment it's family, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais été le mec. La seule fois où tu pourrais peut-être m'avoir aperçu, c'est quand il y a eu l'embrouille avec Hopkins, parce que tu me vois en train d'essayer de séparer le truc. Mais sinon, j'ai jamais été en mode entourage, vas-y, je vais porter la ceinture, vas-y, je vais. Ouais, je comprends. Tu vois, mais ouais, on est pas depuis longtemps. Tu m'avais dit que t'avais fait des sparring là, avec Jean, puis. J'ai fait une fois ou deux. Deux fois avec Jean. Non, une fois un sparring avec Jean et tout. Ouais, c'est un autre niveau. Frère, c'est un autre mais niveau. tu te débrouillais-tu un peu ou t'étais comme complètement... Non, je me débrouillais, mais pas assez pour te dire que, tu vois, qu'il était très relax avec moi. Ouais, j'avais fait un truc avec lui pour une émission de télé. Je me rappelle même plus c'est quoi l'émission, mais il savait que j'aimais la boxe. Fait qu'on va faire l'entrevue dans un gym de boxe. Whatever, moi ça me dérange pas. Fait que là, on arrive là, on fait l'entrevue, puis puis pendant l'entrevue, on a une surprise pour toi. Tu vas faire du sparring avec Jean-Pascal. Fuck. Ça s'est passé comment? Écoute, tu sais, mais
tu sais, j'étais dans le ring, puis j'étais comme, tu sais, c'est pas si mal. Puis là, à un moment donné, je suis comme, moi, je vais lancer des coups, voir. Puis là, tu sais, comme je le touchais, tu sais, avec un jab, là, je le touchais au corps. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je pourrais peut-être rentrer. Puis là, à un moment donné, juste tu sais, il me laissait faire, là, dans le fond. Puis à un moment donné, je suis comme un peu trop rentré, puis il a envoyé un petit coup dans la forme d'ailleurs. Il n'y en aura pas là de ça. Puis là, j'ai compris, ok. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, je disais, je l'ai touché, mettons, au corps, pis ça, mais c'est de la roche, là. Ouais. C'est comme super solide, il y a pas, tu sens que je pourrais pas y faire mal. Mais il y a un truc qu'il va pas aimer que je dise, par contre, il y a une fois où je l'ai soumis. Ah ouais? Ouais, ben ça, j'imagine que c'est pas sa force, là. Ah, il parlait trop mal du MMA, je l'ai mais je vais te dire, je vais te dire que ce mec-là, en vrai, il est athlétique de fou. Ben non, mais c'est ça, c'est non, mais tu comprends pas parce que, oui, je l'ai soumis. Mais la seule raison, c'est parce qu'il connaissait pas le truc et il a fait une erreur bête, il m'a donné son dos. Ouais. Mais pour le soumettre, après, genre, mes bras, ils tremblaient, mes tendons, ils étaient parce qu'il est trop puissant. Ouais. C'est une machine de guerre, ce mec. Alors, c'est incroyable. C'est comme, il bâtit comme un tank, là. Mais grave. C'est hallucinant. Ah ouais, fait qu'il aime pas le MMA, c'est pour ça qu'il a fait son combat avec Steve Bossé, régler le cas du MMA. Non, et ça c'était pas chic. C'était il y a longtemps. En plus, cette histoire-là, c'était il y a longtemps. C'était genre, je pense que c'était juste après, c'était genre quelque part juste après Froch, genre. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est il y a longtemps, mon gars. Ouais, c'est Jean à son pic, là. Ouais. Donc, et là, on était dans son salon et tout. Et genre, il parlait trop mal. Vas-y, on a tassé les tables et tout, machin. Je vais te montrer qu'il y a une coupe de trucs. Et je te jure, après, mon gars, j'étais content, mais j'avais mal. Et j'avais mal partout, mon vieux. Puis là, il va se battre contre Dimitri Bivol, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu, mais je connais pas le... Ah, tu connais pas? Je connais pas le gars. Écoute, c'est difficile à évaluer, je te dirais, parce que... Mais c'est vraiment un prospect que tout le monde voit comme un des meilleurs. Tu sais, mettons, la dernière fois que Sergey Kovalev s'est battu contre Eledar Alvarez, il est en sous-carte, Dimitri Bivol, puis le but c'était Bivol gagne, puis on le met contre Kovalev. Okay. Le Kovalev a perdu, fait que ça c'est tombé à l'eau, mais Bivol, je te dirais, il est extrêmement rapide, il est pas si puissant que ça, mais il a vraiment beaucoup de skills, il est très technique. Mais c'est ça, son dernier combat, il a un peu mal paru, mais il se battait contre un gars qui s'appelle Isaac Chilemba, qui tout le monde paraît mal contre lui. C'est Kovalev Isaac Chilemba, le Sud-Africain? Ouais. Bah, je l'ai rencontré parce que c'était le sparring partner de Jean, et puis le jour où j'ai fait le sparring, il était là aussi. Ouais, c'est genre très, très sympathique comme mec. Mais je le connaissais pas, je l'ai connu là. Ouais. Genre de gars qui est sparring partner, justement, qui connaît vraiment bien la boxe. Fait qu'il fait mal paraître tout le monde. Kovalev a mal paru contre lui. Il amène tout le monde à limite, puis tout le monde le trouve awkward, puis ils ont de la misère à dealer avec lui. Fait que Bivol, il a mal paru contre lui. Mais ça va être très difficile pour Jean, là. Honnêtement, s'il gagne ça, c'est assez incroyable, je te dirais. Écoute, il est champion, Bivol, là. Fait qu'il redeviendrait champion, Jean, là. Ouais, mais je sais pas c'est quoi, WBO, lui, il est peut-être WBA, je sais plus trop, là. Ça, WBA, il y a 4 ceintures, là. Lui, il y en a une des 4, là, mais... Mais écoute, en même temps, Jean, il nous a surpris plus d'une fois. Hein. Mais. Il nous a surpris plus d'une fois, et puis... Mais tu sais, le fait qu'Eledar Alvarez ait gagné contre Kovalev, ça remettait tout le temps en perspective, parce que Jean, il a perdu contre Eledar. Puis moi, je me rappelle quand il a perdu contre Eledar Alvarez, c'était comme, Jean, il doit être un peu fini, là, parce que, tu sais, on n'estimait pas Eledar Alvarez autant, là. On était comme, c'est un gars qui va plafonner probablement, puis on pensait pas qu'il allait devenir champion. Fait que puis il a perdu serré, là, contre lui, là. C'était très, très serré. Ouais, il a perdu serré, et ça, moi, je suis très fier de lui, parce que, veux pas, et c'était un combat qui était tellement difficile, même psychologiquement, parce que, oublie pas que tout le coin d'Alvarez, c'est son ancienne équipe, là. Tu sais, Marc, c'est pas juste son ancienne équipe. Marc, c'est his family. Ouais. Tu sais, Marc, c'est une extension. Tu sais, Marc, ça faisait partie de nous à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, mais après, moi, je croise toujours Marc aussi parce que quand je vais m'entraîner à Sharbatov, il est là et tout ça. C'est toujours. Mais c'est juste pour te dire à quel point, genre, toutes les ceintures que Jean a gagnées, quelque part, c'était un peu l'architecte qui était derrière tout ça. Ouais. Alors quand tu te retrouves que c'est l'autre corner, they know him. Tu vois ce que je veux dire, et de fait qu'il soit arrivé dans un combat aussi serré quand même. Ouais. Man, je suis fier. Je sais qu'il était déçu, mais je suis fier. Je suis fier de lui. Là, il est
all balls, là, tu sais, c'est Mais comme... Jean, ça a il toujours tous été les meilleurs. ça. Le fait qu'il affronte Bivol en ce moment, là, je te jure, là, c'est fou. Bivol, c'est pas numéro 1, mais c'est comme, tu sais, quand il a affronté Kovalev, puis il a perdu, puis comme, non, je le réaffronte, puis comme, mon Dieu. Kovalev, c'était le meilleur à cette époque-là. Là, en ce moment, je saurais pas dire c'est qui le meilleur de la catégorie, mais Bivol, c'est probablement lui, tu sais. Mais Jean, c'est un mec, il est têtu de ouf. Ah, oui. Mais c'est un truc de fou. Je sais même pas comment son cerveau il fonctionne. Après, c'est sûr que ce qui est sûr, c'est quand il va dans la mauvaise direction, mon frère. Il y va longtemps. Tu comprends? Mais c'est un gars que, genre, avec une force mentale. Mon gars, oublie pas que tu te rappelles contre, comment il s'appelle, Diaconou. Oui. Mon frère, l'épaule, elle a disloqué l'épaule, c'est 5 fois, bro. Puis dans le coin, il replaçait. Ouais. Incroyable. Ça n'avait pas de sens. Mon gars, c'est quelque chose. Puis je pense, il me semble qu'il avait réussi à l'envoyer au tapis avec juste Ouais. un bras. Ouais, mon gars. Non, mon gars, c'est... Ah, puis on se rappelle à l'époque, Diaconou, c'était une brute, là. C'était un killer, là. Mais en même temps, tu vois, comme tu disais, Alvarez, Kovalev et tout, tu sais, la règle de 3 en boxe, ça fonctionne pas vraiment. Ouais. Elle fonctionne pas parce que, tu sais, genre, Alvarez a battu Jean. Non, c'est sûr. Mais c'est juste que je trouve que quand il a perdu contre Alvarez, les gens étaient vraiment mean, là, dans le sens que quand il finit, tu sais, s'il est pas capable de battre Alvarez, c'est que c'est fini. Puis là, Alvarez est devenu champion, fait que les gens font comme, ben, tu sais, ça valait rien. Dans le fond, tu sais, il paraît bien d'avoir eu un combat serré maintenant contre Alvarez. Bah ouais, et puis... ouais, mais les gens minent avec Jean, tu sais, genre, je pense que Jean, il s'y attend aussi, tu sais. Ah, il l'a pas eu facile. Jean, c'est le vilain. Ouais, vraiment. C'est le mec, tu sais, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a des gens, moi je me rappelle quand il s'est battu contre Buté. Il y a des gens, ils payent des billets pour voir Jean perdre. Ouais, non, mais carrément, comme Floyd Mayweather. Ouais, mais au Québec, c'est encore plus particulier à cause de notre rapport, tu sais, gentil, méchant, rapport avec l'ego et l'argent et tout ça, tu comprends? Ouais, les non, gens, ça, ils tu sont peux là. pas flasher ton cash comme ça. Moi, à un moment donné, j'étais là, ouais. Et il y a un mec qui fait, ben, ouais, assis-toi, là! Le mec était fâché. Il dit, là, assis-toi, là! Va faire calice! Ouais, le public de sport de combat, hein, bah c'est un peu particulier. Non, mais Jean, ça a toujours été somehow un modèle pour moi de persévérance. Ouais. Parce que c'est un gars, il a une tête dure, mon frère, mais dure, ce gars, pour de vrai. Ah, puis carrément une tête dure, là, je veux dire, il est dur à knocker, là. Bah ouais, mon gars, bah ouais. Une personne après, moi, je te mens pas. Moi, je commence à m'inquiéter. Parce que c'est un brawler, puis j'espère qu'il va prendre les bonnes décisions pour sa santé. Ça, c'est mon avis à moi. Mm-hmm. C'est des discussions que, bon, on a déjà eues. Mais comme je t'ai dit, il est têtu comme une mule. Ouais, parce qu'il avait pris sa retraite, là. Hein? Il avait pris sa retraite. Il avait pris sa retraite, mais je pense que c'est plus fort que... C'est dur de prendre sa retraite pour un sportif. Ouais. Et quand c'est toute ta vie. C'est tout dans ça. C'est dans ton corps. Et Jean, c'est pas seulement un sportif en vrai. Jean, c'est un soldat. Genre, Jean, il serait dans l'armée, ça serait genre un Navy SEAL. Vraiment. Parce que il est indestructible comme ça. Ouais. Tu comprends? Et genre, c'est ça un peu qui fait flipper, c'est que c'est le genre de mentalité, genre, I'm not scared to die. That's my job. Risquer ma vie, c'est ma job. C'est fascinant, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa mentalité. C'est pas juste sa mentalité, c'est dans son ADN. Juste le fait d'être retourné contre Kovalev, c'est comme ça. Ouais. C'est le gars, s'il t'a malmené, là, puis il est comme, non, on y retourne. Bah ouais, et c'est quelqu'un comme ça, puis tu sais, genre, après, tu sais, je veux pas non plus trop rentrer dans ses business, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement, que, tu sais, son père est décédé. Ouais. Son père est décédé dernièrement, puis dernièrement, il l'a pas eu beaucoup connu, mais il l'a connu, mais sans beaucoup le connaître, puis il nous envoyait des photos, et puis il nous parlait un peu de son père et de la réputation de son père en Haïti.
mon frère, les chiens, ils font pas des chats. Mon Ah gars, ouais? ah ouais. Son père était Les badass. chiens- Ah ouais. Apparemment, c'était quelqu'un de très badass et de très respecté en Haïti. Ok. Genre, quand je te dis que il y a beaucoup de gens qui ont pleuré la mort de ce monsieur-là Ouais. en Haïti dernièrement. Puis tu sais, depuis, je pense, tu sais, il a reçu des messages de partout, Ouais. des anciens présidents, des anciens Ouais. anciens dirigeants de X et Y partis. Puis ouais, tu vois, c'était. Ben écoute, Et voilà. Puis je souhaite une victoire à Jean, là, tu sais, ça serait une belle histoire, là, que, tu sais, ça doit être difficile de se concentrer à l'entraînement. Moi, ces temps-ci, là. je lui souhaite un bon compas, mais il est focus. Il est très, Ouais. très focus. Puis Ah, je oui. pense que plus qu'autre chose, ça va lui donner un fuel parce que là, je sais que, tu sais, bon, quand c'est arrivé, il était à Porto Rico en entraînement et il est parti en Haïti. Et comme c'est la première fois qu'il retournait depuis il a 5 ans, Ah ouais. ouais, l'énergie qu'il va prendre là-bas, Ah ouais. ton gars là, mon gars, l'énergie du bled, mon gars. L'énergie du bled, c'est autre chose. Hein. Ouais. Ah ouais, l'énergie. Ah, écoute, il est parti chercher l'énergie de la brousse là-bas. Je le souhaite tellement, là, pour vrai. Ah mon gars, voilà, je m'inquiète pas trop pour lui. Ouais. C'est fou qu'on verra jamais finalement Stevenson contre Jean. Ah, Bon, on l'a gars. vu dans les amateurs, là, chez les amateurs. Ouais, mon gars. Ça, c'était toute une gasse. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ouais, ça existe sur YouTube. Non, moi j'étais là. Ah ouais, t'étais là? Ah bro. Ça c'est Écoute, mal fini. autant dans la foule que sur le ring, ça se passe, là. Bro. Il y a de l'énergie. Mon gars, je me suis fait braquer ce jour-là. Tu t'es fait braquer. Ouais, mon gars, parce qu'à cette époque-là. Mais c'était-tu genre une guerre de quartier un peu aussi? Non, de non, gang parce que Stevenson, à cette époque-là, c'était Stevenson from the hood, tu Ouais, comprends? Puis ouais, il avait ouais. ces gars de l'époque, tu comprends? Puis ils étaient pas contents parce que nous, on était là, puis on était en train de cheer, tout ça, puis Puis Jean a gagné. ouais, Jean a gagné, puis c'était une guerre de fou. C'était une guerre de fou, mon gars. Ouais. Et mon gars, c'était quelque chose ce jour-là. Et puis c'était compliqué parce que c'était bizarre. À cette époque-là, c'était une époque bizarre aussi parce que Montréal, c'était un Far West. Et Philippe, mon meilleur ami avec qui je rappais, quand on avait 19-20 ans, il s'est fait tirer dessus. Ok. Et il venait juste quand ça s'est arrivé, qu'on s'embrouillait avec ces gars-là, il venait juste de ressortir, de recommencer à ressortir et Ok. recommencer à Fuck. avoir sa convalescence et tout. My Puis God. c'était chiant. Puis tu sais, quand je te dis en plus que, bro, ça c'était une histoire que, tu sais, j'avais essayé de la mettre dans mon premier show, puis Ouais, c'est un peu... j'avais pas réussi. Mais je pense que là, cette fois-ci, je vais pouvoir le faire, ouais. T'as-tu commencé à roder ça ou là, Non, tu y penses? pas encore, j'y pense beaucoup. Parce que tu sais quoi, c'est ça qui fait chier dans cette histoire-là. C'est que à chaque fois qu'on parle de cette histoire-là, les gens vont, à première vue, ils vont penser, ah, c'est des gars de gang, c'est des gars de rue. Yo, mon gars, tu sais, c'est quoi l'histoire? Il travaillait chez Gap. Il a servi une meuf, et le mec de la meuf était pas content. Et genre, puis quelques moments après, il l'a attendu après la sortie au travail, et puis il l'a tiré dessus à bout portant. Fuck, je veux dire, à quel point il avait mal servi. Genre, tu vois ce que je veux dire? c'est du 2B. Voilà, Ouais, tu comprends? Et ça, c'était, et tu sais, cette épreuve-là, que ce soit pour moi, pour Jean, et puis pour tous nos gars qui nous entourent, moi, j'ai toujours dit que c'est cette étape-là qui nous a fait devenir des hommes. Ouais. Parce que là, une fois que ça s'est arrivé, il fallait qu'on prenne la décision. Est-ce qu'on rentre dans ces Est-ce qu'on histoires-là? traîne là-dedans, ouais. Ou est-ce qu'on on se retire, ou on respecte ce que nos parents nous ont élevés, tu vois, les sacrifices qu'ils ont fait, ils nous ont élevés, tu sais, genre... puis on allait faire quoi là-dedans, genre... Ouais. frère... Ça finit pas bien, là, ça, c'est sûr et ça certain. finit pas bien, puis la plupart d'entre nous, mon frère, on parle d'actuaire, on parle de comptable, on parle de... Mon frère, c'est pas notre vie, ça. Ouais. Tu comprends? Mais c'était une époque où, à cette époque-là, franchement, Montréal, c'était un vrai Far West. Ouais, un vrai Far West. Où est-ce que, genre... Et puis même comment ce bif-là s'est réglé à la fin, mon gars, c'est qu'on a dû mettre nos couilles sur la table pour régler cette histoire-là aussi, après, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est chiant parce que on n'est pas de ce... Tu sais,
si on était des dope dealers ou des gens comme ça on aurait dit ok, cool, mais on n'est pas. Ouais, ça sert à rien. Ça servait à rien, tu comprends? Ça servait absolument à rien. Puis voilà quoi, donc. Ouais, donc après, c'était une étape, man. C'était vraiment une étape. Ben, content que tu sois resté du bon côté. Bah ouais. Donc, c'est pour ça qu'après, genre, ça te forge aussi, parce que c'est pour ça qu'un peu j'ai ce côté aussi. Pendant longtemps, on a été méfiants. On a eu cet instinct-là que. C'est pour ça que des fois, quand les gens ils m'approchent, j'ai un peu encore du mal avec les gens qui m'approchent par rapport à ce qu'on fait. Ok. Ouais, j'ai du mal encore. Ah ouais. C'est que j'ai toujours ce réflexe à cause de toutes ces histoires. Ah ouais. J'ai toujours ce réflexe que ouais, c'est toi Eddie King. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, t'as mis un petit, faut que un petit réflexe, là. Ouais, j'ai toujours ce. Ouais, c'est ce que je dis. Yo, j'aime ce que tu fais. Je fais. Ah, thanks. Ouf. Okay, alright, good. Tu comprends? Tu peux comprendre ma réaction la première fois. Oui, t'es qui, toi? ouais. Bah, c'est ça. Là, je me suis dit, Guillaume is about that life. Non, mais j'ai toujours un peu ce. Ouais, je comprends. Ce côté un peu. Mais donc, s'il y en a qui écoutent, ne prenez pas trop mal. C'est juste vraiment que genre, je suis. C'est moins qu'avant, mais on était jumpy à l'époque. Je comprends. Mon gars, même qu'à l'époque, à cette fameuse finale de Hip Hop Forever en 2004, mon frère, parce que les gars qui avaient tiré sur Philippe sont sortis assez vite de tôle. Ils ont pas pris grand temps, tu vois. Et man, parce que genre, mon frère, en même temps, tu sais, les gars en question, c'est ça qui était con, c'est que le gars qui a tiré est resté un peu plus longtemps, mais les deux complices ont fait genre que 6 mois, un truc comme ça. Quand on faisait le truc d'Hip Hop Forever, ils venaient nous envoyer des menaces interposées par des gens et tout, ouais, parce qu'ils disaient, ouais, c'est une snitch. Bro, personne d'entre nous a snitch, mais en même temps, tu tires sur quelqu'un devant le Centriton. Franchement, les caméras sont là. T'es con. C'est intense quand même. Frère, t'es con. Il s'est fait tirer où? Il avait-tu l'intention de le tuer carrément? Ou ouais, juste faire bro, peur? ouais. C'est pour ça que je te dis que je voulais en parler sur ça, parce que c'est tellement drôle, mon gars. Parce que moi, j'étais pas là au moment où c'est arrivé, ok? Mais ce qui s'est passé, c'est que, genre, le gars, il a tiré sur Philippe une balle à bout portant dans l'estomac. Quand Philippe est tombé par terre, il a visé sa tête et Philippe, il s'est caché. Et la balle est rentrée dans l'épaule. Tu comprends? Et moi, genre, à ce moment-là, je devais le rencontrer. Mais j'appelais, puis j'arrivais pas à le rejoindre, tu comprends? Et en fait, j'arrivais pas. Il devait m'appeler, mais j'arrivais pas à le rejoindre. Et j'ai appelé chez lui. Sa mère, elle m'a dit, écoute, je viens d'entendre que Philippe s'est fait tirer dessus et tout. Puis là, je dis, non, c'est pas vrai. We're not about that life. Tu sais, je pensais que c'était un BB gun, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai rush à l'hôpital. Je suis arrivé en même temps qu'il sortait des rayons X. Parce que j'habitais pas loin de l'hôpital. En même temps qu'il sortait des rayons X, c'était tellement drôle. Je regarde, je fais. Et là, je fais, yo, Philippe. Il me dit, yo Il dit, yo, je viens de me faire tirer dessus, blablabla, tout ça. Je fais comme, ok, c'est pas si pire, ça va. Et en fait, il a eu de la chance parce que la balle qui a percé son estomac a perforé ses intestins, mais a touché aucun organe. Ok. Et la balle qui est dans l'eau, je pense qu'elle s'est logée comme derrière l'omoplate ou un truc comme ça. Hein. C'est assez loin de la colonne, donc ça va, tu vois. Mais vu qu'il s'est rentré dans le ventre et qu'elle est rentrée dans le ventre et s'est ramassée dans le derrière, il fallait recoudre ses intestins, fait qu'ils l'ont ouvert de là à là. Ouais. Alors quand on est sorti des soins intensifs, mon gars, c'était un choc, mon gars. C'était un choc. Et je me rappelle que Jean warrior comme il est, il a pas tenu, il a eu du mal à tenir. Ah ouais. Ouais, c'était dur à voir. C'est dur à voir, surtout quand je te dis we're not about that life. Ouais, c'est. We're not about that life, tu comprends? C'est incroyable, là, comme tirer sur quelqu'un à cause du mauvais service. Là, c'est comme, man, je te jure. J'ai voulu tuer quelqu'un en étant au service aux clientèles de Bell, mais je l'ai pas fait là, quand même. Je suis pas débarqué devant Bell. Ouais, c'est n'importe quoi, tu vois. Puis ça, c'est des étapes qu'on a vécues et puis que. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça a tellement changé que je pense que de nos jours, pour arriver
à ce genre d'histoire-là, il faut vraiment que tu le cherches. Ouais, les gars étaient plus chauds à l'époque. Là. Ouais, non, à l'époque, c'était un phare. En fait, dès que Printemps 2001 est arrivé, qu'ils ont mis tous les motards en dedans, mon gars, c'était le Far West. C'est-tu l'époque des Bogars, ça? Ou, ouais, il y avait les beaux, il y avait les CDP, les machins. Mon gars, et toi, tu te retrouvais dans un crossfire parce que c'était aussi une affaire de où est-ce que, genre, il y avait une affaire d'ego. T'arrives dans un club, voilà, tu sais ce que je veux dire, you wanna show that you're the man, tu vois, puis quelques personnes qui te manquent de respect ou qui te regardent mal. C'est très coq, là. Voilà, exactement, tu vois, donc c'était très comme ça. Mais là, tu parles de... T'essaies de travailler ça, peut-être faire un numéro avec ça. Parlons-en, justement, en ce moment, t'es-tu en tournée ou... Je suis en rodage, en fait, je reprends le rodage là. Ok. Fait que t'avais mis une pause... Ouais, on avait mis une pause, mon gars. Genre, écoute, malheureusement, le Zizi Gilbert a foiré tous mes plans. Ouais, donc c'était avec Production Juste pour Rire. Je suis avec Juste pour Rire et tout, donc c'était très compliqué comme situation. Je t'avoue que c'était une année... C'est toi qui as pris la décision de prendre une pause? Parce que je sais qu'il y a d'autres spectacles qui n'ont pas pris de pause, qui ont continué Juste pour Rire. Des fois, peut-être qu'il n'y avait juste pas le choix. C'était un peu des deux. Okay. Parce que je pense que la production n'était pas satisfaite de où est-ce qu'on s'en allait. Mais moi, je n'étais pas satisfait de comment c'était produit non plus. Ok. J'étais super insatisfait. Et puis, ça commençait à me stresser. Puis, tu sais, je sentais que on était encore dans la vieille méthode, la vieille façon de faire. Et surtout que tu sais, je voulais vraiment sortir un show qui me ressemble vraiment. 100%. Puis et dans le processus d'écriture, je sentais que... et puis j'ai commencé à écrire sur les trucs les plus durs à écrire dans ce show-là. C'est ça qui est spécial. Donc, we're talking about interracial dating, we're talking about new racism, we're talking about... toutes ces sujets-là qui étaient super chauds, qui étaient super durs à écrire et pour moi, parce que c'était le plus sensible. Et après, tu m'envoies à des endroits où est-ce que tu sais que ils vont pas capter. Puis en plus, c'est du rodage, donc c'est pas... T'as pas encore abordé le public qui te suit vraiment. Tu comprends? Donc c'était très dur. Et puis, donc quand tout ça est arrivé, tu sais, mon frère, toute la production... tout le monde est parti, soit il y en a qui sont partis, soit il y en a qui sont fait virer, soit tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, tu te retrouves dans un truc où est-ce que tu es comme bon, regarde, laisse la poussière retomber, puis après ça reprends du poil de la bête et puis voilà, là je reprends ce mois-ci là à Brossard le 17 novembre. Cool. Ouais, mais tu parles justement, tu parles de sujets quand même assez chauds et compliqués, mais tu le fais, en tout cas moi je t'ai vu souvent au bordel, ça m'impressionne à quel point tu peux faire, parce que tu sais, je veux dire, le bordel, pour ceux qui sont déjà allés, tu sais, il y a des soirées, c'est très 4-5-0, là, quand même. C'est comme ces brossards, là, qui se déplacent à Montréal, là, puis rien contre les gens de Brossard, mais c'est ça, quand même, puis c'est pas... Ta réalité, c'est pas leur réalité, là, mais pas du tout, puis t'arrives toujours... Devenu, mon frère, ça fait 10 ans que j'habite à Laval, maintenant. Ouais, j'avoue. Mon gars, je suis 4-5-0. J'avoue, mais tu sais... Côte-des-Neiges est toujours là. Mais tu sais, tous les enjeux raciaux, tu sais, le profilage racial, pis ça, je veux dire, c'est pas vraiment dans... Puis t'arrives toujours à leur faire passer ça quand même. Je sais pas si... Je me posais la question, tu penses-tu que ta stature, ta carrure, ça t'aide ou ça te nuit, ou tu sais, comme, tu sais, t'es intimidant quand même, là. T'arrives sur scène, là, tu sais, t'es une pièce, là, quand même, là. Tu penses que les gens, ils font comme, ok, bon, on va rire parce que... il rit nerveux. Mais tu penses que ça t'aide ou ça te nuit, ou non, tu le sens-tu? Je pense que j'ai réussi très tôt à savoir comment m'en servir ou jouer avec ça, parce que je pense que ça aide aussi du contraste de de quoi j'ai l'air et que je te fasse rire. Une fois que je t'ai fait rire, c'est pas un ennemi. We good, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que j'ai réussi à trouver un moyen de mettre ça à mon avantage, tu vois. Donc puis mais c'est aussi une façon aussi, tu sais. Je pense que j'ai réussi aussi à m'en servir pour m'imposer sur scène. Ouais. Toi, quand tu imposes l'autorité, les gens écoutent. Comment? Ok, bon. Tu comprends? Puis, tu sais, d'imposer un peu ce charisme, puis de dire, voilà. Puis, mais en même temps aussi, tu sais, je pense que, tu
je suis passé à travers tellement de choses et d'étapes dans ma vie que j'ai tellement j'en ai tellement à offrir. Ouais, t'as beaucoup de bagages. Ouais, beaucoup de bagages. Et puis, tu sais, et j'ai réussi. Et veux pas du fait que, tu sais, je suis d'origine congolaise, et puis que, tu sais, j'ai grandi en France, puis que je suis arrivé ici à l'adolescence, et que, j'ai toujours eu ce besoin de toujours avoir m'adapter, et de me faire connaître, et d'être de toujours mettre en avant les parties de moi qui sont les plus universelles. Ouais. Donc c'est pour ça que aussi dans le milieu de l'humour, je suis capable d'être pote avec toi, d'être pote avec des Ben Lefebvre, tu sais ce que je veux dire, d'être pote avec plein de gens comme ça qui ne sont pas nécessairement de la même réalité que moi, mais que de toujours trouver où est-ce qu'on connecte le bridge là, où est le bridge, tu vois. Et puis ça c'est quelque chose que même en humour, avec la nouvelle mouture d'humour, et surtout dans l'humour urbain, parce que rappelle-toi, l'humour urbain avant, c'était moi, toi, Cohen. C'était ça, nous. C'était nous, Def Jam, bro. Une partie de notre petit Def Jam. Ouais, je te jure, tu comprends. Mais là maintenant il y a un autre mouvement qui se fait. Ouais, ça, on en parlait justement. Moi je les connais pas tant que ça, ces gars-là. Je vois ça passer sur Internet, je trouve ça cool. Mais il y a Abba and Preach là, qui font leur truc, qui c'est nice là. Mais il y a une scène, mais j'aime pas le mot urbain, là. Je sais pas trop ce que ça veuld dire là en fait là, mais c'est souvent ça veut dire black là, finalement. Genre, là. tu vois, mais il y a une scène où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de choses à dire, surtout avec les bad boys du rire, Abba and Preach, Delino, man, ce gars-là, man, il m'impressionne de fou. Et il y a beaucoup de mecs comme ça que, genre moi aujourd'hui, j'aimerais bien justement mettre ce bridge-là, tu vois, puis d'inviter, d'essayer, parce que je trouve que le problème qu'on a un peu dans notre milieu, c'est que bon, avec l'École nationale de l'humour, et puis c'est que, c'est ce qui est très naturel que les gens, tu passes 2 ans avec les gens, bah tu vas être pote avec eux, puis ça fait un milieu qui tourne un peu autour des mêmes gens. Alors quand t'es pas dans ce milieu-là, c'est un peu plus dur de rentrer. Et comme moi, j'ai ce côté qui, comme je te dis, j'ai toujours su comment mettre en avant cette universalité, les côtés universels de mon côté. J'ai toujours favorisé ça, puis j'aime aussi le favoriser pour que ces deux ponts-là, ce pont-là se fasse entre ces deux milieux-là aussi. Tu vois. Ça se fait pas assez, je trouve. Puis c'est le fun là, qui bâtissent une scène puis tout ça. Mais moi, j'avais fait un show avec toi à un moment donné. Je me rappelle pas comment ça s'appelait. Mais t'avais organisé un show, tu m'as invité là-dessus. Ah c'était comme Plaza. C'était black, là, tu sais, c'était la foule la plus black que j'ai vue. Puis j'ai comme, oh mon Dieu, mais j'ai pas rapport ici, je sais pas si ça va fonctionner. Puis finalement, c'est un des shows les plus mémorables de ma vie, là, tu sais, l'ambiance de ces shows-là, quand ça fonctionne pas, c'est vraiment pas cool. Mais quand ça fonctionne, t'es comme, oh my god, si je suis Chris Tucker à Def Comedy Jam, genre, là, ça court partout, ça se lève, puis my god. On a beaucoup de love à donner, puis en fait, on est très expressif, et tu sais, c'est pas aussi compliqué que ça nous fait rire. Tu sais, genre, mon gars, une bonne prémisse, t'as déjà un rire de fou. Mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup ça, je trouve, dans je vais encore utiliser ce mot que j'aime pas, mais l'humour urbain, là, tu sais, moi, j'en ai beaucoup écouté, là, les Def Comedy Jam, les Comic View, là, à l'époque, tu sais, je disais, name it, là, mais souvent, le gag, il n'y en avait pas tant, mais c'était comme tout dans la présentation du gag, dans la physicalité, tu sais, Richard Pryor était beaucoup là, dans le physique aussi, c'est comme se pitcher à terre, puis exact, et puis et puis même en plus on parlait avec Preach l'autre jour, on était en train de se dire, parce que on était au bordel, puis on a vu Sam Breton. Et tu sais, les Bad Boys du Rire, c'est lui qui anime les Bad Boys du Rire, c'est une soirée d'humour qui est peut-être une fois tous les 3 mois à peu près qui se passe. Ils font ça au Cabaret C à Laval. C'est vraiment une super ambiance. Puis je t'encourage à le faire. Moi si je sais bien vite je vais y aller, mais et on se disait, Sam Breton il va tuer. Sam Breton il va tuer. Et tu sais pourquoi on se disait ça? Parce que moi et Preach, on a compris une musicalité de Sam Breton, parce que ce que Sam Breton veut pas, il fait. C'est exactement ce que tu vois dans les Def Jam, mais
très québécois. Ouais, c'est comme je te lâche pas. Ouais. C'est comme non-stop. J'ai quasiment Bernie Mac, là, tu sais. Voilà. Et ce gars-là, pour moi, je veux tellement le voir sur cette scène-là parce que, pour moi, il représente le bridge que les gens voient même pas, en fait. J'avoue. Tu vois ce que je dis? Il parle le même langage que nous, puis, tu sais, mon gars. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a non, cette même musicalité que Man, en vrai, c'est gros ce que je vais dire, hein. Mais en vrai, Sam Breton, quand tu penses à lui, tu vois, c'est Bernie Mac, bro. Ouais, mais c'est ça, je te dis, il y a quoi? Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose de Bernie Mac, un peu de genre, cette façon de parler à lui, cette façon, tu vois ce que je veux dire? Et puis, et veut pas, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que, moi, c'est ça que je trouve qui est dommage au Québec, et c'est cette séparation qu'on a entre chacune des cultures. Ouais. Et quand on a plus en commun que ce qu'on pense, tu vois. Et quand tu prends, tu mets un Sam Breton dans cet univers-là, là tu vas, les gens ils vont même genre, je sais que quand il va arriver sur scène et qu'ils vont l'entendre parler sur le coup, je vois déjà le truc dans ma tête. Il va arriver, ils vont entendre parler, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est? Mais en vrai, tous les gens de la salle, noirs ou pas, vous avez tous grandi ici, fait que vous comprenez ce qu'il raconte. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Vous avez déjà vu des Yvon Deschamps, vous avez déjà vu, tu vois ce que je veux dire? Vous avez grandi sur ces gens-là, tu vois? Ouais. Mais comment lui connecte avec les gens, c'est magique, tu vois. Ouais. C'est magique après. Bon. Ouais, il y a quelque chose il y a une certaine bravade là-dedans. C'est mais sympathique en même temps. Il y a vraiment une efficacité. Putain, ça se voit que je suis un fan d'humour. Hein. Franchement, moi, quand je suis fan de mes collègues, putain, comment je leur fais de la pub de fou, gratuite. Mais c'est fou à quel point le niveau, tu sais, je veux dire, quand on a commencé, toi puis moi, je pense qu'on était les premiers là, de nouvelle génération. Là, un peu, je veux dire, avant nous, il y a eu les Mike Ward qui nous ont aidés, mais il y a comme on est en train de former quelque chose de nouveau. Mais là, maintenant, mon gars, là, c'est fou, là. Il y a tellement... Ça bouge vite, ça bouge beaucoup. Rapidement, puis il y a beaucoup de talent. Mais je suis heureux de ça. Je suis heureux. Parce qu'avant tout, je suis un fan de stand-up. Puis quand j'aime les gens, j'aime ce qu'ils font, tu sais, moi, dans ce métier-là, j'ai jamais... Ok, beaucoup de gens vont dire que c'est un métier super compétitif, tu vois. Mais en vrai, c'est les pros de se compétitionnent. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, ma compétition, c'est moi tout seul. C'est moi le mec devant mon miroir. Si je me surpasse, si Eddie qui se surpasse arrive pas, où est-ce que Guillaume Wagner mais c'est qu'il n'y arrivera jamais anyways. Donc elle est où la compétition? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est un bon minding à avoir, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui le voient un peu plus compétitif. Non, c'est sûr, il y en a qui le voient comme ça. Mais moi, je suis pas comme ça. Puis quand je suis fan d'un collègue, genre, mon gars, je vais te dire, ce gars-là, c'est... Et ça, tout le monde va te le dire, que ça soit un Sam Breton, que ça soit un Simon Gouache, ce gars-là. Man, je kiffe, tu vois ce que je veux dire? Même toi, même, tu sais, genre, man, les couilles que t'as, toi, quand t'arrives sur scène, et dire ce que tu dis, à chaque fois, je me dis, non, il a pas dit ça. Des fois, je m'inquiète. Ça devrait être ça, le titre de mon prochain spectacle. Non, il a pas dit ça. Des fois, je m'inquiète, je dis, je crois qu'il faut qu'il consulte. Mais il est trop fort. Toi, t'avais été là où j'avais fait ça. Je pense que j'ai fait 3 fois cette bit-là, puis tu m'en avais reparlé, mais j'avais fait un bit où j'insultais un peu le public. Là, j'allais dans la foule jouer le heckler qui répond à l'humoriste sur scène. Ça, je pense que t'es un des rares qui a vu ça, mais ça, c'est un des moments où j'ai fait comme moi, c'était allé trop loin, là, parce que je sentais les gens dans la foule qui étaient comme, moi, je kiffais, bro. Ouais, mais je pense, non, ça fonctionnait pas, assez, ça mettait vraiment les gens mal à l'aise, puis on dirait quand tu brises cette ligne-là, là, d'aller dans le public, puis là, ils sont juste comme, ils ont tous les yeux de chevreuil là devant les phares, là, ils sont comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis ils sont plus capables de rire parce qu'ils sont trop mais c'est genre figés. C'est comme si genre, guys, pour vous dire à peu près c'était quoi là, c'est comme si genre Bill Burr et Andy Kaufman, ils avaient eu un enfant d'un coup là. C'est un bon compliment, je vais le prendre. C'était un truc de fou. Ben moi je suis un méga fan de Bill Burr et d'Andy Kaufman, fait que c'est un truc de fou, c'était malade, tu vois. Et ça, moi j'adore assister à des moments comme ça. J'adore. Moi, ça, c'était comme quand même assez réussi. J'en ai fait d'autres qui étaient moins réussis. T'étais-tu là quand j'avais eu un hater sur, pas YouTube, sur Twitter,
Il y avait un hater sur Twitter qui arrêtait pas de m'écœurer tout le temps. Il m'écrivait tout le temps, puis il arrêtait pas de m'insulter. C'est comme... Moi, une fois, ça me dérange pas, mais à un moment donné, ça devient gossant. J'étais comme irrité, puis je bloquais pas les gens. Dans ce temps-là, maintenant, je bloque tout le monde. Si tu m'insultes, je te bloque, j'ai plus le temps. Mais c'est ça, lui, je l'ai pas bloqué, puis là, il revenait tout le temps. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il me dit hey, moi, je suis meilleur que toi. J'ai jamais fait ça, mais je suis sûr que je suis meilleur que toi. Je monte sur scène, puis je suis meilleur que toi, puis je fais comme, sais-tu quoi? Game on, comme défi accepté, viens-t'en. Non, j'animais pas au Saint-Cyboire, mais j'étais quand même bien connecté. Fait que j'avais réussi à en fait, j'y avais légué une partie de mon spot. Ouais. Je suis comme, vas-y avant moi. Ouais. Puis après ça, je vais te roaster. Mais ça, j'y ai pas dit ça. Puis il a accepté. Il est venu, une espèce de douchebag. Là. Il était pas tout là. Ah ouais. Puis lui, il avait l'air à penser finalement que tout ça était positif. C'est comme, hey, merci de me donner cette opportunité. C'est comme, non, moi je te déteste, tu comprends? Wow. Puis là, il est monté sur scène, il était pourri évidemment. Là, tu sais, c'est sûr qu'il sera. Puis moi, j'étais dans la foule, puis je le héclais tout le long. Parce que c'était comme ma vengeance. Tu me hécles sur Twitter, je vais te hécler dans la vie. Mais puis après ça, je suis retourné sur scène puis je l'ai roasté, mais c'était une très mauvaise idée parce que il y avait trop de haine là-dedans. Il y avait trop d'agressivité, il y avait plus d'humour, tu sais. Puis dans ma tête, j'étais comme ah oui, ça peut être drôle quand même, tu sais, donner la leçon aux espèces de haters. Mais finalement, j'ai senti que dans la foule, les gens étaient juste comme hey, c'est quoi, Guillaume? Nous, on s'en fout de ce gars-là. On aime ce que tu fais. Pourquoi tu fais ça? On n'a pas envie on n'a pas envie de le voir sur scène, cet imbécile-là. Faites juste les ignorer, ces imbéciles-là. Mais tu sais, ça a été ma leçon à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais donné d'importance aux haters. Mais ce que moi j'admire par rapport à ça et cette démarche-là, ok, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais man, t'as osé aller quelque part. Ouais. C'est ça que j'ai toujours aimé avec toi, c'est que tu oses aller des endroits, puis si c'est un cul-de-sac, tu te retournes de bord et tu vas ailleurs, tu comprends? Et ça, c'est pas tout le monde qui ose faire ça. Puis c'est ça en fait que moi, genre, tu sais, il y a des gens pour qui je m'inquiète pas, parce que c'est ça, se surpasser en ce métier. Tu vois ce que je veux dire? T'as osé faire un truc qui se fait pas. Ouais. C'est ça et moi, c'est pour ça que t'es un des gars que moi je m'inquiète pas pour la longévité, parce que imagine, t'as osé faire ça et aujourd'hui on est quoi? 12 years, 12, 13 ans. Ça fait 13 ans. 12, 13 ans, tu comprends ce que je veux dire? Ce qui, en théorie, quand tu regardes les grands du stand-up qu'on admire, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas tant que ça. Non, vraiment on pas. On commence à être... on a plusieurs humoristes qui ont commencé à pogner puis à être bons à partir de 15 ans. Exactement. Ça, genre, Louis Black, Dane Cook, je pense aussi. Voilà, tu vois. Ça prend du temps, là. Alors, mais de faire cette démarche-là aussi tôt, ça veut dire t'étais à 6 ans, genre 6-7 ans peut-être. Ouais, quelque chose du genre là. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose d'admirable. Et c'est pour ça que, oui, l'humour américain, c'est excellent. Mais ne jamais négliger l'humour du Québec. Parce qu'on a une expertise, on a une façon de faire qui fait qu'on surtout dans le temps où est-ce que l'humour était, où est-ce qu'il fallait que tu sois efficace très rapidement, parce qu'il n'y avait pas tant de soirées d'humour que ça. Ta V1, il fallait qu'elle soit quand même potable, et une fois que tu l'as fait à un endroit, tu peux pas la faire à un autre et tout. Donc on a cette façon de pouvoir écrire vite, de pouvoir essayer d'être efficace le plus rapidement possible, et ouais, tu vois, moi c'est vrai que les Anglos, des fois, s'assoient sur leurs premiers 15 minutes, là, solides, puis là, ils le font à répétition. Ce qui est pas mauvais, parce qu'ils peuvent se le permettre. Ça devient très tight, là. Exact. Mais toi, tu le vois dans le fond, tu veux dire, t'habitais en France, là, on est un peu un cross, là, comme entre l'humour américain puis l'humour français, où qu'on est capable de mixer les deux. On est plus exploratoire des fois, mais on garde l'efficacité très régulière. Toi, t'as aussi fait de l'humour en France? Ouais, quelques fois. Okay. J'ai fait un épisode du Jamel Comedy Club Hebdo. Ok. Ouais, l'an dernier, j'ai fait ça. Après, ça a été diffusé ou? Ouais, ça a été diffusé, mais je l'ai pas partagé. Okay. T'étais pas fier, non? Non, parce que je pense que ma façon de faire du stand-up ne s'appliquait pas. Déjà, on m'avait prévenu de pas le faire déjà. Okay. On m'avait prévenu de pas le faire parce que c'est différent. Ça. De faire ton numéro que t'avais prévu ou tout pas court? Juste de pas le faire parce que le Jamel Hebdo, c'est pas la même ambiance que le Jamel Comedy Club. Les autres saisons auparavant. Et moi, je suis arrivé là-bas, je tournais ça, il était 13h un mardi. Et les gens le public, c'était des jeunes de collège ou de lycée qui avaient une sortie et qui connaissaient pas nécessairement l'humour. Alors, et moi, vu que
le stand-up est encore assez jeune là-bas. Je pense que pour un public qui connaît pas bien le stand-up, c'est très difficile d'absorber mon humour sur 7 minutes. Que moi, j'ai regardé mon set et j'ai fait comme... Oh, ok, genre je trouvais pas que la réaction du public était waouh, je trouvais pas de rythme. Puis, ouais, tu commences genre tandis que quand j'ai fait comment ça s'appelle un autre festival là qui s'appelle You Humour à Lyon, ça c'était bien, puis ça pour de vrai, genre j'aimais bien les passages et ça a bien donné des bons résultats. Tu comprends? Mais celui-là c'était comme je sais pas. Mais le stand-up français prend tellement une couleur en ce moment. Ça change là, rapidement. Et ce que j'adore, c'est surtout, on a, au fil des années, on a créé un vrai pont avec la nouvelle génération du stand-up qui n'ont plus autant la grosse tête qu'avant, qui respectent notre expertise et qui viennent maintenant ici travailler, puis nous on va là-bas, puis tu vois c'est ça, Roman Fressinet est venu apprendre le métier ici, il a retourné, il revient de temps en temps. Man, Farid qui est venu au Docteur Mobilo Aquafest, il a pas joué, mais il était juste venu voir. Ok, cool. Des fois, il vient juste comme ça, puis il dit, je vais passer une semaine à Montréal, je vais passer du temps, et puis que ce soit Farid, Jason Brokers. Jason Brokers, c'est mon jumeau, en fait. C'est mon jumeau humoristique, ce mec. Et des fois, on est là sur ça, on fait... Ah, toi aussi, t'as celle-là, tu parles de ça. Je te jure, c'est un truc de fou, c'est hallucinant. Mais t'as-tu des plans éventuellement de jouer un petit peu plus là-bas? Ils m'ont vraiment convaincu que faudrait que je fasse ce move-là. Cette gang-là t'ont convaincu? Cette gang-là m'a convaincu faut que tu rentres à la maison, frère. Ah ouais? Faut que tu rentres à la maison. Okay. Moi, avant, je voulais pas. Je voulais Non? Je voulais rien Pourquoi? savoir. Parce que je trouvais que justement le stand-up en France c'était pas à un niveau excellent. Je trouvais que et ça je parle du stand-up pur et dur. Quand tu parles d'humour en général, t'as du très fort. Mais stand-up pur et dur, je trouvais que c'était pas excellent et que surtout la mentalité derrière, je la trouvais pas excellente non plus. Puis tu sais, moi et ma famille, on a quitté la France pour une raison. Alors, il me faut une vraiment bonne raison pour que je remette les pieds là-bas. À ce point-là, ok. La vie, c'est pas simple là-bas, tu vois. Ouais. C'est pas simple. Moi, j'aime bien rentrer pour visiter, mais c'est d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres problèmes qui vont. Écoute, comme je t'ai dit, le niveau du racisme, ça a l'air intense quand même. Paris, il y a beaucoup de haine à Paris, tu vois. Même moi, quand je suis à Paris et que je reviens ici, il faut que je reste chez moi une semaine, sinon je suis désagréable, mon vieux. Mais toi, t'as grandi dans les banlieues ou Ouais, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle les Grandes Bornes à Goussainville. C'est juste à côté de Roissy, en fait. Ok. Enfin, moi, genre, quand j'étais petit, à chaque fois que le Concorde y passait, les vitres, elles tremblaient, genre. Oh shit, ouais. C'est vraiment à côté. Et quand le Concorde il s'est écrasé, il est passé par-dessus Goussainville. Ah ouais. Ouais, apparemment. Fuck. Moi j'habitais ici à cette époque-là, mais ma tante elle m'a dit ça. Elle s'est écrasée. En fait, quand je suis malade et que je devais aller à l'hôpital à Goussainville, il n'y a pas d'hôpital. Genre je devais aller à l'hôpital à Gonesse. Et c'est dans cette ville-là que le Concorde... C'est comme genre Brossard, Greenfield Park. Ouais, je comprends. Puis, toi, t'es parti à quel âge, en fait? À 13 ans. 13 ans, ok. Ouais. C'était-tu un upbringing difficile ou dans les banlieues ou... C'est du fait que je sois parti à 13 ans. Tu t'en es pas rendu compte? T'étais pas encore dans les problèmes? C'était difficile, mais c'est tout ce que je connaissais. Ouais. Tu vois, donc, j'ai quand même énormément de bons souvenirs. Ok. Juste pour situer, toi, t'es parti du Congo à quel âge? Je suis pas parti du Congo. Je suis né là-bas. Ok, direct. Ok, je pensais que. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis né en France. Ok, je pensais que. À 10 ans, on est allé au Congo, on est resté 1 an, on est revenu en France. Ok. On est resté à peu près 2 ans, et après ça, on est venu ici. Et puis pourquoi vous êtes allé au Congo un an où il y a une opportunité pour. Entre autres, ma mère avait besoin de changer d'air. Puis après vu que cette histoire avec mon père et tout ça machin, mais surtout aussi j'ai un oncle qui avait bâti une entreprise là-bas qui fonctionnait bien à l'époque et donc ma mère a été travailler là-bas entre autres. Donc voilà quoi. Ok. Fait que c'est pas dans les plans retourner en France pas de suite. Ben après que j'ai fini ce show là de le construire,
là, je vais regarder ce qui s'offre à moi, mais c'est sûr que dans les prochains mois, je vais passer un petit moment là-bas. Aussi pour vraiment prendre le pouls et vraiment me prendre une vraie décision. Ouais, c'est quand même différent. Moi, j'étais allé 2 fois en fait faire des spectacles là-bas. J'avais trouvé, mais ça fait longtemps par exemple. Ça fait vraiment longtemps. J'avais trouvé la mentalité vraiment différente. Puis j'avais fait un spectacle à un moment donné, puis il y avait Thomas Sisley qui était là. Lui qui a volé tous ses gags. Mais moi je le savais ça, mais c'était pas connu à l'époque. Mais moi j'avais vu ces trucs. J'étais comme, hey, mon Dieu, ça c'est Mitch Hedberg, ça c'est Jerry Seinfeld. Moi je savais ça. Puis, il venait juste voir les shows, puis il prenait des notes pendant. Puis Mike Ward était là aussi, puis il savait, lui, avec, il était en tabarnak, il voulait pas qu'il soit là pendant qu'il joue. Mais ouais, c'est ça, c'est une autre mentalité. Là, il y a eu là c'est tout sorti avec l'affaire de Copy Comics, là, je sais pas si t'as vu ça, là. Oui, mais ça, même, moi, il y avait un humoriste que j'ai vu la première fois que j'ai été joué aussi, où est-ce que, genre, j'étais avec mon gérant de l'époque, on le regardait, il était en train de tuer sur scène. Puis on se regarde, on se dit, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est souvent après, ça. on a fait, wow, You So Crazy de Martin Lawrence. Ah ouais. Ouais. Puis on a fait comme, ok. Et là, le lendemain, j'avais un autre show avec ce même mec. Et c'est dommage parce que c'est un mec que j'aime bien et que je respecte beaucoup. Donc, mais il m'est venu me demander, ah ouais, alors comment tu trouves l'humour en France, faire de l'humour à Paris et tout. Je dis ouais, et tu sais, juste pour voir sa réaction, je dis ouais, j'aime bien, mais je trouve que y a beaucoup de gens qui prennent des trucs d'américains. Il a commencé à me dire ouais, t'as raison. Il a commencé à me balancer tout le monde. Fait que mais récemment ça? Non, c'est ça, je te parle 2009. Ouais, c'est ça, ok, ouais, mais c'est ça, mais c'est très récent là que c'est mal vu. Ouais, parce que je jure qu'à la nouvelle là... génération, ils ont un vrai respect pour ça. Ouais. Un vrai respect. Et puis, et après, il est allé sur scène et il a commencé à faire des jokes du Chris Rock qui venait juste de sortir à l'époque, Kill the Messenger. J'ai du nouveau matériel, gang. Ouais. J'étais comme, oh là là. Et après, il y en a un autre, il est passé, il a fait la même chose et tout. Et l'autre gars en question, mon gars, je suis rentré à la maison chez mon oncle, que je te dis qui était comme mon grand frère, qui est comme mon grand frère. Et Ben, il est bilingue, tu vois. Et je dis Ben, je vais te reconstruire tout son set avec YouTube. Et là je lui ai montré tout, bam 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 bam. Et le pire c'est que le bâtard il a volé des trucs que genre c'est des humoristes que si tu connais pas ton humour, surtout l'humour à la Def Comedy Jam. Ouais, faut que tu sois précis là, dans tes connaissances, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, bah, frère, c'est chaud. Pour lui, la vie, c'est un buffet, t'écoutes des trucs, tu les prends. Mais il y en a beaucoup, c'était ça leur mentalité. Mais oui, il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est pas pour chier sur le gars, mais c'était dans la mentalité. Jérémy Demé, quand il est arrivé, c'est ça qu'il avait fait, tu sais. Ouais. Puis là, il s'est fait dire tout de suite, non, on fait pas ça ici, puis ça il a fait une mauvaise réputation pour le début de sa carrière, mais il a fini par s'en sortir, puis c'est bien correct, mais... Tu sais que moi, j'ai un grand respect pour lui à cause de ça. Mais oui, man, il a fallu qu'il se relève d'un truc, là. Rappelle-toi à l'époque, comment mon frère, il était barré de partout, le mec. Ouais, et tu sais comment notre milieu, quand on se met à dos sur quelqu'un, on peut être des gros bâtards. Ouais. Mais tu sais, ça, je comprenais que ça se fait pas. Oui, c'est compréhensible, ça se fait pas. Mais à un moment donné, je me rappelle que, tu sais, ça continue à bâcher sur lui, puis j'étais comme, ouais, mais il fait ça encore du matériel il vole ça encore du matériel? Ah, je sais pas trop, sûrement, là. Mais c'est comme, mais non, je pense pas, là. Je pense qu'il a arrêté ça. Pas sûr qu'il a arrêté, puis longtemps, ça l'a suivi. Et le mec, il est rené de ses cendres comme un phénix. Ouais. Et ça, c'est un grand respect que j'ai pour lui. Ouais. C'est admirable. Mais moi, c'est ça. Je pense que c'est un meilleur moment en ce moment pour aller faire de l'humour en France. Ouais. Ben, non, franchement, je pense que je vais voir ce que ça donne, je vais voir, tu sais, en même temps, c'est même si ça fait plus de 20 ans que j'habite ici, c'est pareil, c'est encore chez moi. Ah ouais, ok. Ouais, donc, ça va me faire bizarre un peu parce que je serais loin de ma famille ici, mais je serais proche de mon autre famille aussi, tu vois ce que je veux dire, mais ma famille avec qui j'ai grandi, mais mais j'ai toujours été très proche de... La preuve, j'ai tellement toujours été très proche de mes racines de là-bas que c'est un peu pour ça que j'ai jamais perdu mon accent après toutes ces années, tu vois. Donc... C'est encore de la famille au Congo ou...
Ouais, mais moins direct. Ok. Je te dirais, c'est plus les oncles de ma mère, les tantes de ma mère, ses cousins, cousines, ouais. tu vois. Donc, mais ça, c'est aussi un endroit où est-ce que je me dois d'y aller. Ah, mais ça fait longtemps que t'es pas allé? Non, depuis Ah ouais, le ok, moment depuis où ouais, ah j'ai ouais, pas ok, été. ok, je Mais pensais que... ça, c'est un truc que quand tu es issu de l'immigration ou issu de parents immigrants, c'est toujours plus dur de retourner dans son pays d'origine. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est pas juste un voyage, c'est un pèlerinage. Tu vas reconnecter avec des racines qui sont profondes dans ton ADN et des fois tu vas affronter aussi des démons familiaux que tes parents ils ont laissés derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un abcès qui est dur à crever et c'est un peu pour ça que t'as Jean-Pascal qui est retourné après toutes ces années, genre il est parti à 5 ans, il est retourné genre la semaine dernière, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est dur, c'est pas facile à faire comme état. Ah non, je te crois. C'est très très dur et puis même là, tu sais, dernièrement j'étais en Haïti au mois de juin pour un mariage. Et mon frère, le mariage, l'avion d'Air Transat, c'était que nous. C'était que nous. Mon gars, c'était tellement drôle à monter dans l'avion. Il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise. Quelqu'un qui a eu un malaise. Et genre, ils ont demandé à l'intercom, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait un médecin ou une infirmière? Mon frère, c'est des Haïtiens, mon gars. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai dit, merde, l'avion, il va pencher. Tu comprends? Mais sur ce voyage-là, il y avait beaucoup de gens que c'était leur première fois qu'ils retournaient. Ah ouais, ok. Et moi, pour moi, aller en Haïti, c'est hyper facile. Je suis allé 7 fois, genre. Ouais. Tu vois? C'est hyper facile parce que c'est pas chez moi. T'as pas un attachement, t'auras pas le pas... cœur brisé ou whatever. Voilà, genre, je peux aller, tu vois, genre, je suis allé là, je suis allé en Afrique du Sud, là, je suis en train de dire, peut-être je vais aller faire un tour au Kenya, tu vois, ouais. Mais aller au Congo. Tu fais le tour, là, tu tiens en périmètre. Je fais ce qu'il ressent, parce que Port-au-Prince, pour de vrai, c'est Kinshasa avec une belle plage. Tu comprends? Et là, je me dis, mais non, faut que j'aille au Congo et c'est super dur. Et puis même Ben, mon oncle, je peux te dire Ben, mon oncle, qui est comme mon grand frère, lui, il est né là-bas. Ouais. Il est arrivé en France à l'âge de 6 ans et il a jamais pu y aller. Il n'est jamais retourné. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur de faire cette étape-là. C'est très très dur, mais l'avantage que j'ai, c'est que comme j'avais 10 ans et que je suis resté 1 an, moi c'est là que j'ai appris la langue, c'est là que j'ai appris. Ah ouais, ok. Ouais, je parlais pas lingala. En 1 an, Ouais, après en même temps, le lingala, hein. c'est quand même une langue pas super compliquée à apprendre. Ouais, mais je veux dire, moi, tu m'enseignerais n'importe quelle langue facile, je serais pas capable. Là, en ce moment, là, quand t'es plus jeune, j'imagine que c'est plus facile aussi, là, mais... ouais, puis voilà, puis même que c'est marrant parce que il y a quelques semaines, mon meilleur ami là-bas, il vit à Boston aujourd'hui, puis il était venu à Montréal dernièrement, puis on a passé des soirs ensemble et tout, puis c'est spécial parce que moi et lui, c'était mon meilleur ami à l'école. Il habitait juste à côté de ma grand-mère. Et on a reconnecté grâce à Facebook. Et genre, c'est comme si on s'était jamais quitté. Ah ouais? Ouais, Yves, c'est mon gars sûr, tu vois. Cool. Voilà, quoi. Donc j'ai quand même une certaine connexion avec le pays et tout. Mais puis aussi, l'autre chose qui rend aussi difficile pour moi en plus, c'est la situation politique. Et ma famille est directement impliquée dans la politique du Congo. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc, entre autres, c'est pour ça que je mets jamais mon vrai nom en avant. Ah ouais? Ok. Parce que dès que tu vois mon vrai nom, tu vas dire ah ouais. Ah ouais. Sur t'es Congolais, tu vas faire ah ouais. C'est pour ça, je me demandais aussi pourquoi. Mais ouais, je dis ah ok, t'es de telle famille. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça c'est un peu compliqué. Et puis bon voilà, tu sais, genre là les élections ils arrivent. Genre j'ai un cousin qui is running for president. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est une histoire, c'est quand même une histoire très intense le Congo là. C'est une histoire sanglante et d'exploitation. Ben, je veux dire l'histoire africaine en général, c'est un peu ça là. Mais moi j'avais trouvé ça cool justement que tu fasses ton numéro là, de Tintin au Congo parce que tu sais mais c'est ça notre conception là, du blanc là, le Congo, c'est ça, c'est Tintin au Congo, c'est très colonisateur. Puis encore aujourd'hui, je veux dire l'Afrique, tu sais, tu parles d'Afrique aux gens, c'est comme mais tu sais ils font vraiment pitié parce que c'est ça, ils ont pas beaucoup de choses, faut les aider à envoyer un petit peu d'argent, puis tu sais il y a des ONG qui nous connectent, mais je veux dire pourquoi ils ont pas d'argent, tu penses pourquoi ils ont
Ils se font voler leurs ressources, là, je veux dire. C'est la terre la plus riche au monde. Et le Congo Demande-toi pourquoi ces gens-là sont pauvres, là, c'est pas normal. Ben, tu sais, c'est ça un peu... Tu sais, là, j'ai écrit un numéro pour L'heure est grave, c'est l'émission de Virginie Fortin. Et il y a parce que c'est en 3 minutes, et là, je suis en train de rajouter une autre partie à ce numéro-là, parce que en fait, le numéro, ce qu'il explique, c'est que... En fait, ce que j'explique dans le numéro, c'est que je dis, tu sais, les Québécois ont toujours eu la réputation d'être un peuple accueillant, chaleureux, et ça, tu sais, tout le monde le dit, les touristes le disent, les gens se sentent bien quand ils viennent visiter Montréal, et c'est pour ça que c'est facile de tomber en amour avec la ville, tu comprends? Et alors, je me suis dit, mais comment ça se fait alors qu'il y a autant de xénophobie envers les nouveaux arrivants? Ouais. Et là, je me suis dit, c'est parce qu'on est chaleureux avec les gens qu'on sait qu'ils resteront pas. On est toujours plus poli avec la visite, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais, c'est bon. Donc, j'expliquais que, genre, si tu prends le rapport immigrant et québécois de souche, on va dire, et que tu le prends comme visiteur-visité, c'est sûr que la xénophobie, elle est là. Parce que tu vas dire, mais n'importe quelle visite qui est chez toi, si je reste ici, au bout de 2 jours, tu vas faire, ouais, frère, j'adore Eddie, mais tu comprends ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de cette mentalité-là parce qu'il y a une espèce d'inconnu. Dans le langage, c'est ça aussi, comme intégrez-vous, vous êtes la bienvenue, c'est comme, mais c'est comme, t'as pas à dire, t'es la bienvenue à quelqu'un que ça fait 22 ans qui habite ici. Exact. Et en fait, ce que j'explique dans le numéro, c'est que le rapport immigrant-immigré, c'est pas un rapport de visiteur-visité, c'est un rapport de coloc. On partage la même colocation, on paye le même bill. Voilà, on paye le même bill et tout ça. Puis tu vois, et si on arrive à le prendre comme ça va être mieux perçu. Puis et je pense que c'est à nos gouvernements de bien passer ce message à la population, de bien le faire comprendre, parce que quand tu reçois un immigrant ici, t'acceptes un immigrant. Tu sais, il a fait une demande, il a donné des références. Et c'est pas juste comme ça. Tu vois, la portion d'immigration que c'est juste des réfugiés ou un handout, elle est minime. Et en plus de ça, même à ça, si t'as pas de place chez toi, tu peux pas accepter les gens anyways. Mais si tu les acceptes, c'est que t'as besoin qu'ils soient là. Tu comprends? Et les raisons pour lesquelles il y a des gens qui viennent jusqu'ici, ou même le problème d'immigrants, c'est ça l'autre partie du numéro que je veux réussir à expliquer comme il faut, c'est que quand tu regardes ça, bon, je te donne un exemple, ok? T'as vu l'affaire avec le journaliste saoudien là, Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. T'as pas vu le journaliste saoudien qu'ils ont tué dans l'ambassade? Oui, excuse-moi, non, je viens d'allumer là. Qu'ils ont tué dans l'ambassade en Turquie. Okay. Qui a été étranglé par accident. Cool. C'est le fameux accident où on s'étrangle nous-mêmes. Check comment ça fonctionne, ok? T'as cette histoire-là, ok? Là, beaucoup de gens demandent des comptes aux Saoudiens, ok? La population canadienne, grâce aux médias, demande des comptes aux Saoudiens. Mais le Canada a du mal à rendre des comptes, à être vraiment ferme avec les Saoudiens parce qu'on a un contrat de 15 milliards avec eux. On est en affaire avec eux. On est en affaire avec eux. Un contrat de 15 milliards que notre gouvernement a pris, qui donne des jobs à London, Ontario. Tu comprends? Et c'est de l'armement. Donc de l'armement qui peut servir à être aussi, à les aider dans la répression qu'ils font dans ce secteur-là, en particulier. Non, il y a des règles. Il y a des règles. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sinon le contrat est brisé. Donc tu sais, c'est ça qui est un peu con, c'est que peut-être qu'ils vont pas envoyer les tanks au Yémen, mais si tu sais que les mecs, ils ont pour 15 milliards de tanks, you're not gonna fuck with them like that, c'est ce que je veux dire. Et oui, tu vois quelqu'un qui arrive avec le pad là. Alors ça vient d'où ça? Exactement, tu comprends. Donc veut pas. Les Yéménites, en ce moment, il y a une famine énorme. Tu comprends? Mais imagine, aujourd'hui, on ouvre la porte aux Yéménites à des Yéménites qui arrivent à se rendre ici, puis qu'on leur ouvre la porte de l'immigration, et que, genre, tu dis aux gens, ben là, ça fait trop des Yéménites et tout ça, mais, bro, pour que nous, en Occident, on ait le niveau de vie qu'on a, il y a des gens qui meurent. Complètement. Tout le temps. Et ça, sur les problèmes des migrants, et puis on ferme les portes, on ferme les frontières. Bro, si les gens étaient bien chez eux,
et s'il y avait un partage équitable des ressources, ou si tu payais tout simplement pour les ressources que tu voles dans ces endroits-là, everybody would stay home. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Everybody would stay home. On resterait à la maison. Tu comprends? Et ça, à chaque fois qu'on va aux urnes et qu'on va voter, c'est la partie que nous, la population ici, on n'est pas au courant. Et s'il n'y avait pas cette affaire du journaliste-là, comment on aurait sorti, on aurait su pour cette histoire des Yéménites? On l'aurait peut-être pas, ça serait passé en dessous le radar. Et si il y aurait on aurait dit, on va ouvrir 25 000 Yéménites qui peuvent arriver au Québec, comme on a fait avec les Syriens. Tu comprends? Là, genre, t'as vu comment ça chialait pour les Syriens? Là, il y en a trop, tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Faut se rappeler de pourquoi ces gens-là quittent. L'humoriste Barry Crimmins, c'est la tête du docteur Mobilo Aquafest, là. C'est un humoriste, ce gars-là. Mais il est décédé pas si longtemps. Il s'appelle Barry Crimmins. C'est très drôle. Puis il y a un gag, c'est ça, il dit, il chiale souvent sur les États-Unis, la politique des États-Unis, puis tout ça, puis il se fait souvent dire comme, hey, si t'es pas content des États-Unis, ben déménage ailleurs. C'est comme, non, je vais pas déménager ailleurs, je vais subir les politiques étrangères des États-Unis. C'est pour ça que je reste ici. Mais ouais, je trouve que les gens se rappellent pas assez souvent de pourquoi il y a autant de richesses, mais ça c'est tabou là, on peut pas vraiment en parler là, mais je pense que les gens, je sais pas, peut-être les gens ils se sentent coupables ou sont pas assez informés tout simplement, je sais pas trop. Tu sais, j'ai une Apple Watch, j'ai un iPhone. Ouais. Et à quelque part parce que je me sens coupable, frère. Ouais. C'est mes frères qui sont en train de mourir pour ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est directement le Congo, bro. Ouais, mais carrément. Ce que je veux dire? J'avais essayé à un moment donné d'acheter un cell phone clean, genre éthique là. Je me suis dit, ça doit exister, tu veux dire, il existe tellement d'affaires que je suis allé fouiller sur internet avec ma MacBook vraiment pas clean. Fait que j'étais allé fouiller, puis j'ai fini par trouver, il existe un cellulaire qui s'appelle un Fairphone. Mais même eux, là, tu sais, comme ils essaient d'avoir des matériaux, des minéraux clean, mais même eux disent, OK, on a fait le mieux qu'on pouvait, mais ça n'existe pas vraiment. Des minéraux comme clean, là, comme qu'on peut vérifier, puis tout ça, puis qu'il n'y a pas d'exploitation, puis c'est comme, c'est super compliqué. Puis à un moment donné, il va falloir que, justement, là, que politiquement, là, comme, qu'il y ait des lois, des règles, là, parce que, je veux dire, c'est... Bro, à un moment donné, il va se passer quelque chose, la vapeur, elle va être renversée. Ben, je pense que c'est déjà ça qui se passe. Là, déjà, juste déjà, le fait qu'il y a tous ces migrants-là qui essayent d'atteindre l'Occident pour trouver mieux, mon gars, nous en Occident, les gouvernements occidentaux, ils réagissent comme si c'était une attaque de zombies en fait. Tu vois ce que je veux dire? On comprend pas pourquoi. Mais on attaque leur pays. Vos politiques et puis à un moment donné, ça va juste. En fait, je pense qu'il va arriver un moment donné où est-ce que tout va éclater, la démocratie va éclater. Puis j'avais commencé à écouter un peu aussi le podcast où est-ce que t'avais ton collègue avec le gars qui disait qu'il n'avait pas été voté. Ouais, tout ça. Puis je le rejoignais aussi. C'est un système qui est désuet. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de représentation réelle. Là. Non, tu vois. Donc. Mais ça pète déjà en ce moment. Je veux dire, Donald Trump, c'est une réponse à ça. C'est une réponse aux gens qui sont frustrés, qui comprennent pas pourquoi, puis là il y a des immigrants, puis là ils deviennent super racistes, puis c'est tout ça est tout croche, puis tu sais, je veux dire, tu le vois là, ça a jamais été aussi mal là, aux États-Unis avec tu sais, eu le mouvement Black Lives Matter, ouais, ça pète là en ce moment là, solide là. Ouais, non mais je sais pas où est-ce que même que ça me dit, putain, pourquoi j'ai eu des enfants, frère? Écoute, je me dis exactement la même chose, mais en même temps, je veux dire, la vie, c'est quand même ça, là. Mais en même temps, le sexe sans condom, frère. Aïe, je serais bad. En même temps, c'est doux, bro. Je m'en allais pas là du tout, mais quand même, c'est pas faux. Mais ouais, tu sais, je veux dire, quand t'as un enfant, ça change la perspective des choses. Là, toi, ça a sûrement changé un peu ta perspective. C'est sûr, ça change. Puis je pense que quand tu m'as annoncé que t'allais être papa, je pense que je te l'ai dit aussi, genre, it changes you. T'as une raison de vivre, vraiment. Ouais. T'as une raison d'exister. T'as une raison d'aller plus loin, de persévérer, moi, je sais que mes filles m'ont aidé à prendre beaucoup de maturité, à changer beaucoup en tant qu'homme.
Ouais. Ouais, beaucoup. Et puis, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de rénovations à faire, mais écoute, ça avance, que tu sais, dans mes habitudes, dans mon assiduité. C'est extrêmement confrontant. Mais ouais. C'est parce que tu sais, comme avant un enfant, tu sais, je veux dire, tous les êtres humains, en général, on s'aime bien. On est comme, moi, tu sais, je veux dire, je suis quand même discipliné dans la vie, ça va bien mes affaires, je suis très drette. Puis là, t'as un enfant, t'es comme, oh shit! Dans le fond, j'étais un adolescent tout ce temps-là. J'étais un enfant, là, et là, tout d'un coup, faut que tu mettes tes choses en ordre. Puis... Et tu sais, moi, j'ai pas eu la même vie qu'eux. Et là, bro... C'est sûr, il y a un clash des valeurs. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas habitué d'être dans la classe moyenne, frère. Ah ouais? Okay. Ouais, et je dois apprendre à le faire. C'est bizarre. Et pour mes enfants, je suis obligé d'aller au Costco, puis... Ouais, mais en dehors de ça, mais juste comment gérer mon argent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, avant, bro, j'ai passé ma vie, tu sais, j'ai grandi à Goussainville, j'ai grandi, tu sais, à essayer de joindre les deux bouts. Mm-hmm. Et tu sais, quand tu essaies de joindre les deux bouts, ben, la seule manière que tu connais, c'est check to check. Ouais. Tu comprends? Puis là, maintenant, avec les enfants, t'es comme, ouais, non, frère, t'es obligé de changer. T'es obligé de prévoir, faire des économies, tu sais, mettre à gauche, prévoir leur avenir à eux. Tu sais, ça change, parce qu'avant, voilà, tu sais, ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce que, tu sais, ma mère, c'est une guerrière. Elle a fait des miracles. Bro, ma mère, c'est Jean-Pascal en meuf. Tu comprends pas. Elle est ma mère, laisse tomber. Un jour, j'écrirai un livre sur ma mère. Un jour, j'écrirai un livre sur l'histoire de ma mère. Tu t'hallucineras, bro. Parce que, tu sais, du fait que elle a recommencé ses études à zéro, malgré qu'elle était prof à l'université au Congo. Ah ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça. Ouais. Même quand on était au Congo, à un moment donné, ma mère était tellement déterminée parce que, justement, à cause de la situation politique, et c'est pour ça qu'on a dû retourner en France, tu vois. À cause de la situation politique, à un moment donné, ça allait plus. Puis on s'était retrouvés genre en galère. Il n'y a plus d'argent qui rentrait et tout. Un jour, je me lève comme ça et je vois ma mère qui prend ses bagages. Elle était comme... Je fais comme... Chez maman, tu vas. Elle me dit, je reviens. Elle dit, mais t'as des bagages. Elle dit, laisse-moi tranquille, je reviens. Elle était vraiment fâchée, genre. Mais tu sentais qu'elle était dans une mission. Ok. Frère, ma mère est partie 3-4 mois. 3-4 mois, bro. Je te jure, histoire vraie. 3-4 mois, elle est partie dans la jungle. Dans la jungle, au Congo, vers la frontière du Congo, en Angola, pour faire, genre, du trade de diamants, genre. What? Like blood diamond, bro. Elle s'est retrouvée à dormir dans la brousse. Elle s'est retrouvée dans des crossfires. What? Elle s'est retrouvée dans des trucs de fou. Et donc. moi, je pensais que ma mère a été morte. Parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Je pétais un câble. Puis, j'étais comme, bah... En fait, je pensais qu'elle nous avait juste abandonnés, en fait. Ouais. Et elle est revenue malade. Malade comme ça se peut pas, bro. Malade, elle était comme elle avait maigri de fou. Elle était genre comme une vraie blessée de guerre. Mais elle avait une poignée de diamants, bro. Elle avait une fucking poignée de diamants, bro. On dirait que ça se peut pas, cette histoire-là. Je te crois, là, mais c'est comme l'histoire la plus incroyable. Et en fait, c'est ça qui nous a aidé à retourner en France et à venir jusqu'ici. Avoir de l'argent, juste se faire un coup de cash, bro. amener du bread, puis... Ouais. Ma mère, c'est une OG, bro. C'est donc ben drôle. J'ai jamais raconté cette histoire. Bon, fois, je la raconte, mais... c'est la meilleure histoire que tu possèdes. Ma mère, c'est une OG, mon gars. Ah, elle a tradé des diamants. Ouais. Et elle pour ton futur, même. Ouais, elle est arrivée ici. Elle a recommencé ses études à zéro. Elle a fait une maîtrise en travail social. Et juste pour l'orgueil. Elle a refait sa maîtrise en psychologie qu'on lui avait pas acceptée en France. Aïe. Ouais. Donc là, elle est dans l'ordre des psychologues, elle a son cabinet et tout ça. Ma mère, c'est une guerrière, tu comprends? Incroyable. Et moi, j'ai décidé de lâcher l'école et de devenir humoriste pour l'honorer.
Ouais, tu vas être bien content. Est-ce que tu te rends compte? Des fois, je me regarde, je fais fuck. Hey, heureusement, il y a ma soeur pour rattraper le coup, frère. Non, écoute, Eddie, on va arrêter là-dessus. Je pense qu'on peut pas topper ton histoire de diamant. Honnêtement, là, je pense que ça va être la fin du podcast parce que rendu là, c'est juste l'extra, là, mais ça m'a fait plaisir. Écoute, c'est vraiment le fun. On a appris tellement plus, mon gars. Ouais, on aurait pu continuer encore longtemps, mais vraiment, l'histoire de diamant, je retiens ça. C'est comme maintenant, tu sais, toi, je veux dire, en tant que père, là, tu sais, faut que tu fasses, faut que tu honores ça, là, faut que tu step up ta game, là, tu peux. Dude, s'il faut que j'aille trade avec El Chapo, c'est ça? Ouais, El Chapo. El Chapo pour mes enfants, mais I'll do it, bro. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de la détermination, ça me motive à avoir des enfants, mon gars. C'est un fuel qui est incroyable quand il faut s'en sortir et qu'il faut faire le maximum pour tout leur donner. Ouais, c'est là que tu deviens un homme. Voilà. Ouais. Exact. Hey, thanks, Eddie. Merci à toi, bro. À la prochaine.